Malgré toutes ses souffrances, cette petite fille s'est accrochée à la vie, espérant qu'un jour, quelqu'un viendrait la sauver. Et vous pouvez faire la différence par un simple appel téléphonique. Pour comprendre l'histoire de Jaylin Candelario, il faut d'abord remonter à celle de sa mère, Christelle Candelario, née le 11 septembre 1991 à Guayaquil, en Équateur. On sait que la mère de Christelle s'appelait Cathy Torres et que l'identité de son père demeure inconnue à ce jour. Selon Cathy, Christelle a grandi dans un environnement stable et protecteur. Cependant, durant son adolescence, Christelle a été confrontée à une série de problèmes physiques et psychologiques qui l'ont non seulement ébranlée, mais aussi plongée dans une dépression profonde. Malgré cela, elle a réussi à reprendre le contrôle de sa vie. Elle a terminé ses études et obtenu un diplôme d'enseignante avant d'émigrer aux États-Unis avec sa famille. Malheureusement, on ignore la date précise de son arrivée aux États-Unis. Peu de temps après son installation, Christelle a donné naissance à sa première fille. D'après les informations disponibles, pendant son séjour à Cleveland, elle a travaillé comme assistante pédagogique dans plusieurs établissements scolaires. En raison de la nature de son emploi, elle était amenée à interagir avec des enfants et des adolescents, ce qui, selon sa mère, lui procurait beaucoup de satisfaction. Plus tard, en 2020, Christelle a rencontré Henry Garcia, un Équatorien. Leur relation a d'abord évolué à distance, mais après quelque temps, elle s'est rendue en Équateur pour le rencontrer en personne. Ils ont ensuite voyagé ensemble en République dominicaine pour passer davantage de temps ensemble. À son retour aux États-Unis, Christelle a découvert qu'elle était de nouveau enceinte. Le 26 janvier 2022, Christelle a donné naissance à une petite fille prénommée Jaylin Candelario. Bien qu'Henry, pour diverses raisons, n'ait jamais pu voir sa fille en personne, il l'appelait régulièrement en visioconférence. Malgré tout, les membres de la famille de Christelle ont toujours fait de leur mieux pour lui apporter, ainsi qu'à ses filles, le soutien dont elle avait tant besoin. Au début du mois de juin 2023, Christelle se retrouve seule avec sa fille cadette, Jaylin, car sa mère et son mari étaient partis en vacances, emmenant seulement l'aînée des deux filles. Le vendredi 16 juin de cette même année, les services d'urgence reçoivent un appel d'alerte. C'est Christelle elle-même, manifestement en état de grande détresse. Elle signale que sa fille de 16 mois a perdu connaissance. Lorsque les ambulanciers et les forces de l'ordre sont arrivés au domicile des Candelario, ils ont été confrontés à une scène déchirante. La petite Jaylin, manifestement déshydratée, se trouvait dans un parc pour enfants, enveloppée dans une couverture sale. À ce moment-là, elle ne présentait plus aucun signe de vie. Remember right now when you mentioned the vomiting. She get a vomiting the last week, Monday and Tuesday, two times. But I was trying controlling because I know I give to her Tylenol or something, for controlling the vomiting. Conformément au protocole en vigueur, Christelle a été immédiatement arrêtée et le corps de sa fille décédée a été transféré dans un centre médico-légal spécialisé afin de déterminer précisément la cause de son décès. À l'issue d'une enquête préliminaire, la police de Cleveland a publié un communiqué officiel indiquant que la victime avait été laissée sans surveillance et livrée à elle-même pendant au moins 10 jours. Cette négligence prolongée a été établie comme la cause directe de sa mort. Christelle a finalement été inculpée de plusieurs infractions graves, notamment d'homicide involontaire aggravé et de mise en danger de la vie d'un enfant. La direction de l'établissement scolaire où elle travaillait à l'époque a également publié un communiqué officiel, annonçant son licenciement immédiat en raison des charges retenues contre elle. En outre, elle a précisé qu'une enquête interne serait diligentée afin de vérifier s'il existait des plaintes antérieures concernant un comportement inapproprié de sa part. L'histoire tragique de Jaylin a immédiatement suscité un tollé général, de nombreux médias ayant tenté de contacter des proches de Christelle pour obtenir des éclaircissements. La chaîne de télévision Telemundo est parvenue à interviewer Henry, le père de la fillette, qui a profité de l'occasion pour exprimer sa douleur et son profond désarroi face à la perte de sa fille. Il a fermement condamné les actes de Christelle et a déclaré qu'il ne parvenait ni à manger ni à dormir en raison de l'immense tristesse qui l'accablait depuis ce drame. Parallèlement, une autre chaîne de télévision a recueilli les témoignages des voisins de Christelle, qui ont affirmé qu'il n'était pas rare qu'elle laisse sa fille seule. Une voisine a raconté que Christelle lui avait déjà demandé de garder la petite un week-end et qu'elle avait accepté. Selon elle, Christelle avait littéralement disparu pendant plusieurs jours, sans même laisser de lait maternisé à la maison.
Elle a ajouté qu'il y avait eu d'autres épisodes similaires où Jaylin était restée sous sa garde, au point qu'elle avait dû appeler la mère à plusieurs reprises, car la fillette passait de longues heures chez elle. Une autre voisine a confié qu'elle avait conseillé à Christelle à maintes reprises de ne pas laisser sa fille seule, mais que celle-ci avait persisté à le faire, sans se soucier des conséquences. La procédure judiciaire concernant cette affaire a progressé relativement rapidement. Dès le mois de février 2024, il a été révélé que Christelle avait conclu un accord avec le parquet et plaidé coupable d'homicide involontaire aggravé ainsi que de mise en danger de la vie d'un enfant. En mars de la même année, le procès principal s'est ouvert sous la présidence du juge Brendan Sheehan. Lors des audiences, les circonstances essentielles de l'affaire ont été enfin exposées. Par ailleurs, les représentants du ministère public ont présenté plusieurs éléments de preuve établissant que ce n'était pas la première fois que Christelle laissait Jaylin seule. L'un de ces éléments est constitué des enregistrements de vidéosurveillance installés dans le quartier où résidait la famille Candelario. Quelques semaines avant le drame, les caméras avaient filmé Christelle quittant son domicile et n'y revenant que plusieurs jours plus tard. Une autre vidéo, également captée par l'une des caméras de surveillance, a été présentée ultérieurement au cours de l'audience. On y voit Christelle charger sa valise dans sa voiture vers 8 h du matin, le 6 juin 2023. Selon le ministère public, à ce moment-là, l'accusé se rendait à Porto Rico pour des vacances, avec une escale à Détroit. Le procureur a ensuite montré une série de photographies de Christelle souriante et s'amusant avec des amis. La plus choquante était l'une des images qu'elle avait publiées sur ses comptes de réseaux sociaux. Ce n'est peut-être pas la photo elle-même, prise sur la plage, qui a suscité le plus d'indignation, mais le commentaire qui l'accompagnait. Le temps dont on profite est le temps que l'on vit vraiment. En d'autres termes, Christelle affirmait littéralement qu'elle profitait de son temps loin de sa fille, laissée seule dans un appartement vide. L'accusation a présenté d'autres éléments de preuve, notamment des images bouleversantes captées par la caméra d'interphone d'un voisin qui a enregistré les cris désespérés de la petite Jaylin. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que malgré les cris déchirants de la petite fille, résonnant pendant des heures dans une rue paisible de Cleveland, aucun habitant n'est intervenu pour lui porter secours. Quoi qu'il en soit, selon le ministère public, le 16 juin 2023, 10 jours après son départ, Christelle rentre finalement chez elle et découvre sa fille morte. Elle aurait alors immédiatement tenté d'effacer toutes les traces de son acte, habillant Jaylin avec des vêtements propres avant d'appeler les secours. Mais cette tentative n'a pas fonctionné. Profitant de l'occasion, le procureur a de nouveau décrit l'horrible scène à laquelle les ambulanciers et les forces de l'ordre ont été confrontés. Selon lui, Jaylin a été retrouvée allongée dans un parc pour enfants, enveloppée dans une couverture, entièrement souillée d'urine et de matière fécale. La fillette était dans un état de malnutrition si avancé que ses yeux étaient enfoncés et ses lèvres desséchées. De plus, le procureur a précisé que Jaylin pesait environ 3 kilos de moins que lors de sa dernière visite médicale, quelques mois auparavant. Quant au rapport des experts médico-légaux, il est sans appel. La fillette est morte des suites d'une déshydratation sévère et d'une inanition prolongée. De son côté, l'avocat de Christelle, Derek Smith, a affirmé que sa cliente souffrait de troubles mentaux depuis l'enfance. Selon lui, en 2023, elle avait tenté de mettre fin à ses jours et s'était vue prescrire de puissants antidépresseurs. Cependant, elle aurait cessé de suivre son traitement peu avant les faits, ce qui aurait pu altérer ses capacités cognitives. Lors de sa déclaration devant le tribunal, Christelle a reconnu qu'elle souffrait de dépression ainsi que de divers troubles psychologiques. Elle a expliqué qu'elle avait été profondément affectée par la perte de son enfant et qu'il lui était extrêmement difficile de prendre pleinement conscience de tout ce qu'elle avait vécu. Elle a également précisé qu'elle ne cherchait en aucun cas à minimiser ses actes ni à échapper à ses responsabilités. Cependant, elle a ajouté que personne dans la salle d'audience ne pouvait imaginer l'ampleur de sa souffrance ni le chaos qui régnait dans son esprit. « Je souffre énormément de la perte de ma fille Jaylin. Je souffre profondément de tout ce qu'elle a enduré. Je n'essaie pas de justifier mes actes. Mais aucun d'entre vous ne peut imaginer à quel point j'ai souffert et ce que j'ai traversé. Chaque jour, je demande pardon à Dieu et à ma petite fille. Je crois en Dieu, et je sais que nous sommes tous mis à l'épreuve aujourd'hui. » En réponse à ces déclarations, le ministère public a réitéré que, d'après les photos saisies sur le téléphone de l'accusé,
Celle-ci semblait incroyablement heureuse et s'amusait avec ses amis sans manifester la moindre préoccupation pour sa fille. Quant à la mère de Christelle, Katy Torres, ainsi que d'autres membres de sa famille, ils ont eu l'occasion de s'exprimer à la barre pour demander la clémence du juge. Dans une déclaration écrite, Katy Torres a affirmé que sa fille souffrait de troubles mentaux. Selon elle, lorsque Christelle a cessé de suivre son traitement, sa dépression se serait considérablement aggravée, l'empêchant de prendre des décisions rationnelles. Katy a également précisé qu'elle-même et d'autres membres de la famille n'avaient pas conscience de ce qui se passait réellement avec Jaylene. Le 18 mars 2024, la dernière audience relative à cette affaire tragique s'est tenue au centre de justice du comté de Cuyahoga. Peu avant l'annonce du verdict, et conformément aux termes de l'accord préliminaire, le juge Brendan Sheehan a prononcé des paroles dures mais justifiées à l'encontre de Christelle. Vous avez commis l'acte ultime de trahison, en abandonnant votre enfant, terrifiée, sans défense, souffrant. Elle a connu la mort la plus atroce qu'on puisse imaginer. Sans eau, sans nourriture, sans soins, gisant dans ses propres excréments. Vous avez décidé que vous aviez besoin de vacances. Et ce qui a suivi cette décision est absolument impensable. La façon dont vous avez laissé votre fille, Jaylene, enfermée dans un lit de camp sans eau ni nourriture pendant 10 jours. Ce n'était pas un simple oubli. Vous auriez pu lui sauver la vie, à de nombreuses reprises. Vous auriez pu trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle pendant votre absence. Vous auriez pu l'emmener avec vous. Pendant que vous étiez à Détroit ou à Porto Rico, vous auriez pu appeler quelqu'un à Cleveland. Dire simplement que Jaylene avait besoin d'aide. Les médecins ont dit qu'elle était déjà en état de rigidité cadavérique lorsqu'ils l'ont trouvée. Cela signifie qu'elle est morte peu de temps avant votre retour. Pensez-y. Malgré toutes ces souffrances, cette petite fille s'est battue pour survivre, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Et vous auriez pu le faire par un simple coup de téléphone. Le 18 mars 2024, le juge a rendu son verdict et a condamné Christelle Candelario, âgée de 32 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, considérant que la peine infligée reflétait celle qu'elle avait sciemment imposée à sa propre fille. Selon le procureur principal, ce jour devait être un jour de mémoire pour Jaylene, une fillette pleine de vie, arrachée à ce monde par l'égoïsme inconcevable de sa mère, qui avait choisi de partir en vacances pendant 10 jours, laissant sa fille mourir seule. En définitive, la condamnation à perpétuité a mis un terme à cette affaire tragique. Presque tous les fonctionnaires et experts impliqués dans l'enquête et le procès ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des cas les plus atroces qu'ils aient jamais eu à traiter au cours de leur carrière. Quelque temps plus tard, Henry, le père de Jaylene, a publié une photo de sa fille sur les réseaux sociaux, tentant d'exprimer toute la douleur et le vide qu'il ressentait encore. Selon cet homme accablé par le chagrin, sa fille aurait perçu sa présence, même si elle se trouvait désormais dans un autre monde. L'histoire de la petite Jaylene a révélé non seulement le comportement monstrueux de sa propre mère, mais aussi l'indifférence glaçante de ceux qui ont ignoré les cris de la fillette et ne lui ont jamais porté secours. Bien que la justice ait fini par triompher, il était déjà trop tard pour sauver cette enfant innocente. Clara Yvonne Lozano Herman est née en Colombie en 1985. Elle est la fille de Juan José Lozano et de Carmen Herman, une femme d'origine allemande dont le père avait fui son pays en tant que soldat pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Dès son plus jeune âge, la jeune fille, que presque tout le monde appelait Yvon, a révélé un caractère indiscipliné, qui s'est accentué au fil des années. À seulement 16 ans, elle donne naissance à son premier enfant, une fille prénommée Viviana Caroline. Peu de temps après, elle quitte le domicile familial pour rejoindre le père de sa fille, un homme de 24 ans dont l'identité reste inconnue. Cependant, leur relation échoue, et ils décident de se séparer. Par la suite, Yvon abandonne ses études et s'installe avec sa fille dans une maison appartenant à ses grands-parents paternels. En réalité, il s'agit plutôt d'une petite ferme située dans le village de Ticuiza, au sein de la municipalité de Chia, à 40 minutes au nord de Bogota. Dès lors, Yvon se consacre entièrement à son travail. Ses revenus étant insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, cette dernière passe la majorité de son temps chez son grand-père. En 2005, Yvon, âgé de 19 ans, fait la connaissance d'Orlando Pelayo Rincon, un homme de 48 ans qui travaille comme chauffeur de taxi. Il a 2 enfants issus de son premier mariage et, au moment de leur rencontre, il est engagé dans sa 2e relation officielle.
Selon ses propres dires, il était un père dévoué, ayant dû assumer seul la responsabilité de ses enfants lorsque leur mère les avait abandonnés pour un autre homme. À première vue, Orlando semblait être un homme ordinaire, digne de confiance. Bien qu'au début, Yvon ne l'ait pas considéré comme un partenaire potentiel, cela ne découragea pas Orlando. Après quelques mois, il parvint à la séduire. Malgré leur importante différence d'âge, la jeune femme voyait en Orlando quelqu'un capable de l'aider à surmonter les difficultés qui encombrèrent sa vie. Peu à peu, leur relation se renforça. Le seul obstacle visible à leur bonheur était l'insécurité d'Orlando. Il supportait mal les remarques des gens, même de ceux qu'il ne connaissait pas bien, au sujet de sa différence d'âge avec Yvon. Les proches de la jeune femme s'inquiétaient également de cette relation, mais, fidèle à son caractère indiscipliné, Yvon restait déterminé à poursuivre sa relation avec Orlando. En mars 2007, Yvon annonce à Orlando qu'elle est enceinte. Alors que, dans d'autres circonstances, une telle nouvelle aurait pu renforcer leur couple, dans ce cas précis, elle déclencha une violente dispute. Orlando déclara qu'il était trop vieux pour s'occuper d'un enfant et disparut. Malgré tout, Yvon décida de garder le bébé. Luis Santiago Lozano naît le 27 octobre 2007. Dès le premier instant, Yvon l'a aimé d'un amour inconditionnel. Moins de 2 mois après la naissance de Luis Santiago, Orlando reprend contact avec Yvon. Il l'appelle et lui annonce que son père est décédé et que son petit-fils de 6 mois est mort noyé dans des circonstances troublantes. Il ajoute également qu'il souhaite rencontrer son fils. C'était la première fois qu'il s'adressait à Yvon depuis des mois. Malgré le ressentiment qu'elle éprouve, et touchée par les épreuves qu'Orlando dit avoir traversées, Yvon décide de lui accorder une nouvelle chance. Peut-être voulait-elle simplement que son fils ait un père. Quoi qu'il en soit, après leur réconciliation, Orlando ne contribue presque pas aux dépenses liées à l'enfant. En revanche, il compense par sa présence. Chaque jour, il vient rendre visite à Luis Santiago. À la fin de son congé de maternité, Orlando propose d'emmener leur fils chez ses parents afin qu'ils s'en occupent pendant qu'Yvon travaille. Le soir, il revient chercher l'enfant et le ramène à la ferme. Cette routine dure plus de 9 mois. Durant cette période, Orlando semble assumer son rôle de père de manière exemplaire. Mais bientôt, des événements surviennent qui vont tout bouleverser. Le 24 septembre 2008, comme à son habitude après le travail, Yvon se rend chez ses parents pour récupérer son fils. Sa mère, Carmen, lui propose de rester, mais Orlando est déjà venu chercher l'enfant et ils doivent retourner à la ferme. Après les avoir déposés, l'homme s'empresse de repartir, prétextant qu'il a des affaires à régler. Plus tard, Yvon nourrit son fils âgé de 11 mois, puis ils s'endorment. Vers minuit, la jeune femme entend la porte d'entrée s'ouvrir. Cela ne l'inquiète pas, car elle pense qu'il s'agit de sa tante, qui vit temporairement avec eux et rentre habituellement plus tard. Mais au bout de quelques minutes, Yvon aperçoit une silhouette imposante. Un homme vêtu de noir, portant une cagoule, s'approche lentement de son lit. Terrifiée, elle se lève précipitamment et se dirige vers le berceau de son fils qui dort encore. Lorsque l'homme l'attaque, Yvon crie et tente de s'échapper. Mais elle se rend vite compte qu'il n'est pas seul. Une jeune femme s'est introduite avec lui dans la maison. Elle sort aussitôt un couteau et menace de faire du mal à l'enfant si Yvon continue à crier. Paniqué, Yvon promet de rester calme et demande pourquoi ils se sont introduits chez elle. Les intrus ne répondent pas. Quelques instants plus tard, le petit Luis Santiago se réveille et éclate en sanglots. L'intruse s'approche de l'enfant, le prend dans ses bras et l'emmène dans une autre pièce. À ce moment-là, Yvon pousse un nouveau cri. L'homme se jette alors sur elle et lui couvre la bouche et le nez avec ses 2 mains. Sans réfléchir, Yvon arrache la cagoule de l'agresseur et lui enfonce ses ongles dans le visage. Furieux, l'homme la frappe violemment. Malgré la douleur, Yvon parvient à distinguer certains traits de son visage. Une peau claire, des cheveux courts, des yeux bruns, des lèvres fines et un nez droit. Finalement, Yvon est ligoté, pieds et poings. La jeune femme enragée, celle qui a emporté son fils dans une autre pièce, se précipite alors sur elle et commence à lui donner des coups de pied dans le ventre. Totalement immobilisé, Yvon est incapable de se défendre. Ce que les agresseurs font ensuite la plonge dans la confusion. À un moment donné, ils commencent à renverser des objets et exigent de savoir où est caché l'argent. Yvon, abasourdi, leur demande de quel argent ils parlent. Elle réalise que le seul argent présent dans la maison est la petite somme qu'elle a dans sa poche. Sans hésiter, elle leur propose de le prendre mais affirme qu'elle n'a rien d'autre.
Ces mots semblent les mettre en rage. Ils reprennent leur coup avec plus de violence. À un moment donné, Yvon perd connaissance. Lorsqu'elle revient à elle, le silence règne dans la maison. Ce silence oppressant l'angoisse davantage. Avec une grande difficulté, elle parvient à libérer ses poignets et ses chevilles. Yvon ignore combien de temps elle est restée inconsciente, mais une pensée obsédante la frappe immédiatement. Son fils n'est plus là. Lorsqu'Yvon sort de la maison, elle est prise d'une crise d'hystérie. Ses cris déchirants alertent immédiatement les voisins qui appellent la police. Au cours de l'interrogatoire, Yvon assure aux policiers qu'elle n'a jamais eu de conflit avec qui que ce soit. Elle trouve étrange que les personnes qui ont enlevé son fils aient réclamé de l'argent alors qu'elle n'en a jamais eu. Elle explique qu'elle touche le salaire minimum et n'a jamais réussi à économiser quoi que ce soit. Quant à Orlando, lorsqu'il arrive sur les lieux, il déclare qu'il a obtenu, quelques heures plus tôt, un prêt de 8 millions de pesos, soit environ 2000 $. Il ajoute qu'il n'a jamais reconnu officiellement l'enfant kidnappé comme son fils, c'est pourquoi les documents de l'enfant ne portent que le nom de famille de sa mère. Il précise également qu'il est marié et vit avec une autre femme avec qui il n'a pas d'enfant. Cependant, il affirme n'avoir jamais reçu de menaces de sa part. Pendant qu'Orlando parle aux forces de l'ordre, Yvon est conduite dans un centre médical local. Elle semble totalement indifférente à ses blessures. Tout ce qu'elle souhaite, c'est retrouver son fils le plus vite possible. Pendant qu'elle est soignée, les enquêteurs restés sur place commencent à chercher des indices susceptibles d'éclaircir ce qui s'est passé la nuit précédente. En moins de 10 minutes, ils découvrent des empreintes de bottes appartenant apparemment à 2 personnes différentes. Cela confirme les déclarations d'Yvon. Plusieurs agresseurs se seraient introduits chez elle en même temps. De plus, une chaussette appartenant au petit Louis s'est retrouvée lors d'une fouille dans le quartier. Cet objet est également considéré plus tard comme un indice potentiel, car il pourrait contenir l'ADN des ravisseurs, mais ce n'est pas la dernière piste obtenue par les enquêteurs ce jour-là. Un jeune homme s'approche de l'un des policiers. Selon lui, il a aperçu un taxi suspect stationné près de la maison, précisément à l'heure où les faits se sont déroulés. Tandis que les autorités poursuivent leurs opérations, Orlando se rend à l'hôpital pour voir Yvon et entendre, une fois de plus, sa version des faits. Les dernières heures ont été un véritable cauchemar pour la jeune femme qui a littéralement supplié le médecin de la laisser partir à la recherche de son fils. À l'aube du 26 septembre, les médecins autorisent Yvon à se rendre au poste de police pour déposer une plainte officielle concernant l'enlèvement de Luis Santiago. Physiquement, elle est encore très affaiblie. Son corps est couvert de bleu et d'échymose. Mais cela n'a aucune importance pour elle. La seule chose qui compte, c'est de retrouver son fils. Après avoir déposé sa déposition écrite, l'enquête est confiée au groupe de défense de la liberté humaine de la police nationale colombienne. Cette unité est dirigée par le général Luis Pérez, qui soupçonne immédiatement un enlèvement avec demande de rançon. Les enquêteurs attendent donc un appel des ravisseurs, mais aucun appel ne parvient. Sur la base du témoignage d'Yvon, un portrait robot de l'un des agresseurs est réalisé. Il est ensuite transmis à tous les commissariats locaux. La nouvelle de l'enlèvement se propage rapidement, d'abord dans la commune, puis dans tout le pays. Quelques heures plus tard, les parents de l'enfant donnent leur première interview à plusieurs médias, implorant les ravisseurs de leur rendre leur fils sain et sauf. Comme aucune trace de l'enfant n'a été retrouvée, les autorités annoncent une récompense de 10 millions de pesos, soit environ 2000 $, pour toute information permettant de localiser le petit Luis Santiago ou d'identifier les ravisseurs. Peu après, les habitants et les proches de l'enfant organisent une manifestation pour exiger des autorités une enquête plus efficace. Le lendemain, Orlando continue de jouer le rôle de victime, contactant presque tous les médias pour solliciter de l'aide. De son côté, Yvon, accompagné de sa sœur Andrea et de quelques proches, parcourt Bogota pour distribuer des tracts avec des informations sur son fils. Contre toute attente, elle parvient même à s'adresser au président colombien de l'époque, Álvaro Uribe Vélez. La seule chose qu'elle lui demande, c'est de l'aider à retrouver son enfant. À ce stade de l'enquête sur l'enlèvement du petit Luis Santiago, âgé de 11 mois, 2 versions des faits circulent, et dans les deux, Orlando apparaît indirectement impliqué. Selon la première version, l'enfant aurait été enlevé par vengeance de l'épouse officielle d'Orlando contre Yvon. Selon la seconde, il s'agirait d'un enlèvement contre rançon, Orlando ayant obtenu un prêt quelques heures avant l'incident. Cependant, ces hypothèses ne permettent pas de faire avancer les recherches.
Peut-être est-ce pour cette raison que les autorités décident d'augmenter la récompense à 20 millions de pesos, soit environ 4 000 $. L'augmentation de la récompense a eu pour effet d'inonder le bureau du procureur général d'appel provenant de toutes les régions du pays. La plupart des informations recueillies lors de ces appels n'avaient cependant aucun rapport avec l'enquête. Mais le 28 septembre 2008, les enquêteurs reçoivent un appel qui va bouleverser le cours de l'investigation. Au bout du fil, un homme affirme qu'on lui avait proposé, quelques mois plus tôt, de participer à l'enlèvement d'un enfant, mais qu'il avait refusé. Cet homme, déjà condamné pour trafic de substances illicites, se souvenait que la personne qui l'avait contacté était un chauffeur de taxi de la municipalité de Chia. Un des enquêteurs se rappelle alors le témoignage d'un témoin ayant vu un taxi stationné devant la maison d'Yvon à l'heure de l'enlèvement. Bien que l'homme à l'origine de ces informations ait souhaité rester anonyme, les autorités parviennent à l'identifier. Il s'agit de Julián Andrés Hernández. Lors d'un bref interrogatoire, Hernández désigne Orlando Pelayo Rincón comme celui qui l'avait approché à l'époque pour lui demander un service. De plus, il précise qu'Orlando lui avait demandé non seulement d'enlever l'enfant, mais aussi de le tuer. C'est cette demande, dit-il, qui l'avait poussé à refuser la proposition. Le témoignage de Julián laisse les enquêteurs stupéfaits. Aucun d'eux n'imaginait qu'Orlando puisse non seulement organiser l'enlèvement de son propre fils, mais aussi ordonner son assassinat. Sans attendre, Orlando est conduit au poste de police pour un premier interrogatoire. Dans un premier temps, il se montre abattu et nie catégoriquement toute implication dans le crime. Mais peu après, il finit par avouer et demande à voir un avocat. Lors de sa confession officielle, Orlando admet avoir engagé des personnes à Villavicencio et leur avoir versé seulement 500 000 pesos, soit environ 110 $, pour enlever le bébé et l'abandonner à son sort dans un village. Selon ses déclarations, il aurait été poussé à commettre cet acte abominable par Yvon qui, selon lui, le harcelait constamment pour obtenir de l'argent pour le bébé. En outre, Orlando fournit les noms des personnes impliquées dans l'exécution du plan. La première est une jeune femme nommée Marta Lucia Garzón Muñoz, qui avait déjà purgé une peine de 2 ans et 8 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Le second complice est un homme nommé Jorge Orlando Oval, que Marta aurait présenté à Orlando comme son colocataire. Le matin du 29 septembre, la presse révèle que le père de l'enfant est en garde à vue, accusé d'avoir orchestré l'enlèvement de son propre fils. Peu de gens y croient au début. De son côté, Yvon est anéanti par le flot d'informations horribles qui s'abat sur elle ce jour-là. Elle sombre dans une profonde dépression et doit être hospitalisée. Les médecins et les enquêteurs tentent de la réconforter, l'encourageant à ne pas perdre espoir de retrouver le petit Luis Santiago sain et sauf. Mais son calvaire ne fait que commencer. À ce moment-là, la presse ne fait encore état que de soupçons pesant sur Orlando. Cependant, dans la soirée du même jour, les autorités confirment officiellement qu'Orlando est désormais considéré comme le principal suspect dans l'enlèvement de l'enfant. Un juge ordonne sa mise en détention provisoire dans l'attente des résultats de l'enquête. Plus tard dans la journée, les enquêteurs interrogent de nouveau Orlando. Ils le persuadent de contacter Marta pour lui demander de rendre le bébé. Grâce à cet appel, ils parviennent à localiser la jeune femme et l'arrêtent en compagnie d'un autre suspect. Malgré la rapidité des arrestations, aucun des criminels n'accepte de révéler le lieu où se trouve le bébé. L'enquête se poursuit donc dans un climat de tension et d'incertitude. À mesure que la nouvelle se répand, certains habitants commencent à affirmer que Luis Santiago est mort depuis longtemps. D'autres pensent qu'il pourrait être caché dans une maison. Pourtant, les autorités ne parviennent pas à confirmer ces théories. Après un certain temps, Georges, le complice de Marta, accepte de s'exprimer devant les médias. Selon lui, au début, il ne voulait pas participer à l'enlèvement, mais Marta avait réussi à le convaincre. Il précise également qu'ils ont rencontré Orlando au moins 3 fois pour mettre au point tous les détails du plan. Le jour prévu, c'est le père de l'enfant qui les a conduits à la maison d'Yvon. Après l'enlèvement, ils auraient remis le petit Luis à son père et n'auraient plus jamais eu de ses nouvelles. Les déclarations de Georges provoquent un choc dans l'opinion publique. Il devient clair qu'Orlando était au courant du sort de son fils depuis le début et qu'il a faim de s'en préoccuper, prolongeant ainsi les souffrances d'Yvon. Les enquêteurs interrogent Orlando à plusieurs reprises, espérant obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait l'enfant. Il est soumis à plusieurs tests, dont un détecteur de mensonges. Après plusieurs heures de pression, Orlando finit par avouer. Il admet avoir abandonné son fils sur une colline située à environ 3 km de Chia. Toutefois,
Il ne précise pas si l'enfant était vivant ou mort à ce moment-là, laissant un faible espoir aux enquêteurs. Tôt le matin du 30 septembre, une vaste opération de recherche est lancée dans la zone, mobilisant plus de 150 policiers. Le corps de l'enfant est retrouvé environ 3 heures après le début des recherches. La zone est immédiatement bouclée et le corps récupéré. Le gouverneur du département de Cundinamarca, Andrés González, est le premier à annoncer publiquement la terrible nouvelle. Il déclare à la presse qu'il n'a malheureusement aucune bonne nouvelle à transmettre. D'après les premières constatations, le garçon serait mort d'hypothermie ou d'asphyxie. Cependant, l'identification formelle n'a pas encore été effectuée. Ces révélations ont profondément bouleversé Yvon et ses proches. Ils espéraient encore recevoir de bonnes nouvelles, car un prêtre local les avait contactés quelque temps plus tôt. Selon lui, une femme lui avait téléphoné en affirmant que le père de l'enfant lui avait confié le petit pour qu'elle s'en occupe. Mais en apprenant la découverte du corps, tous leurs espoirs se sont effondrés. Plus tard, Yvon, accompagné de sa famille, s'est rendu à la morgue pour identifier le corps. Dès qu'elle a reconnu son fils, elle a perdu connaissance et s'est effondrée au sol. Elle a été transportée d'urgence au centre médical. Le lendemain matin, le général Luis Pérez, responsable du groupe de défense de la liberté humaine chargé de l'enquête, déclare que le petit Luis Santiago a été enlevé et assassiné par son propre père et ses complices. Il précise que le corps de l'enfant a été transféré au centre de médecine légale de Bogota pour y être formellement identifié et pour déterminer les causes exactes du décès. Bien que la famille ait déjà reconnu le bébé, elle n'a pas encore reçu la confirmation scientifique par le biais d'un test ADN. Cependant, presque tout le monde comprend qu'il ne s'agit là que d'une simple formalité. Pendant son séjour à la clinique, Yvon n'a qu'un seul souhait: mourir rapidement pour enfin retrouver son fils. Mais elle ignorait qu'elle était sur le point de redevenir mère. Lorsqu'elle apprend la nouvelle de la bouche du médecin, elle quitte précipitamment la chambre et s'enfuit à l'extérieur. Elle est incapable de comprendre comment, presque le jour où elle a perdu son enfant, elle découvre qu'elle va en avoir un autre. Et le père de ce bébé n'était autre qu'Orlando. Quelques heures plus tard, la mère d'Yvon se rend à la clinique pour la soutenir. Elle insiste pour qu'elles aillent prier dans la chapelle de l'hôpital. Mais Yvon refuse. Elle fixe le crucifix avec une haine sourde. La seule chose qu'elle veut demander à Dieu, c'est de la laisser mourir. Ce jour-là, en plus de sa mère, Yvon reçoit la visite du président colombien Álvaro Uribe Vélez et de son épouse, Lina Moreno. Il la supplie de ne pas abandonner cet enfant, qui, selon eux, n'est en rien responsable de ce qui s'est passé. Le soir même, une manifestation contre l'infanticide s'est tenue dans la municipalité de Quilla, rassemblant environ 300 personnes. Parmi elles se trouvait Juan José, le grand-père de l'enfant décédé, qui avait espéré jusqu'au dernier instant revoir son petit-fils vivant. Mais face à la terrible réalité, il n'avait pas de mots pour exprimer sa douleur. Il s'est contenté de dire qu'il avait pitié de ceux qui avaient commis cet acte impensable. Selon lui, il s'en remettait à Dieu. Pour exprimer la réprobation collective face à ce crime atroce, la conseillère municipale de Bogota, Gilma Jiménez, a invité tous les Colombiens à observer 1 minute de silence. Le maire de Bogota, Samuel Moreno, a soutenu cette initiative. Les chaînes de télévision privées ont également consacré une partie de leur temps d'antenne à cet hommage. Lors d'une conférence de presse ultérieure, le procureur a annoncé qu'il demanderait la peine maximale de 60 ans de prison pour les 3 accusés. Il a toutefois précisé qu'Orlando, le père de l'enfant, méritait la sanction la plus sévère car il avait non seulement orchestré l'enlèvement, mais avait également mis fin à ses jours. Pedro Franco, directeur du Centre de médecine légale de Bogota, a déclaré que selon les conclusions des experts, l'enfant était déjà mort depuis au moins 36 heures au moment de la découverte de son corps. La cause principale du décès a été établie: une asphyxie mécanique. À l'aube du 1er octobre, le corps de l'enfant est transporté dans la chapelle du centre médical où Yvon se trouve encore. Voir son fils dans un cercueil fut, sans aucun doute, l'épreuve la plus déchirante pour la jeune femme. Les adieux à Luis Santiago ont eu lieu en présence non seulement de sa famille proche, mais aussi d'habitants de la commune et de plusieurs personnalités politiques du pays. Pendant la cérémonie, Yvon a perdu connaissance et a été transportée à l'hôpital qu'elle connaissait déjà trop bien. Elle souffrait toujours physiquement et restait profondément bouleversée par tout ce qu'elle venait de traverser. À ce moment-là, elle avait déjà pris la décision de garder l'enfant qu'elle portait, mais uniquement pour le confier ensuite à sa sœur.
Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, hantée par l'idée que le même sort pourrait attendre ce bébé à naître. Et bien que rien ne puisse être changé et que la souffrance qu'Orlando avait infligée à Yvon soit incommensurable, il devait néanmoins être jugé. La première phase du procès s'est ouverte le 26 novembre 2008. Les 3 accusés sont arrivés au palais de justice l'un après l'autre. Orlando, quant à lui, a été conduit vers 11 heures du matin. Dès son arrivée, il ne manifeste aucun signe de peur face à la situation. Bien au contraire, il affiche un air détendu et sourit même en échangeant quelques mots avec son avocat. Dans la salle d'audience, il n'y a pas plus d'une 50aine de personnes. Parmi elles se trouve José Carrillo, l'ex-mari de Martha. Malgré la gravité du crime commis par la jeune femme, José a tout fait pour permettre à leur fille de lui rendre visite. Selon lui, Martha était une mère aimante, et il ne comprend toujours pas pourquoi elle a pu faire cela à Luis Santiago. Yvon est également présente dans la salle. Elle écoute attentivement les témoignages des accusés, troublée par le fait qu'ils parlent de ce crime comme s'il s'agissait d'un acte insignifiant. Après plusieurs audiences, Orlando finit par admettre de nouveau toutes les accusations portées contre lui. Il confesse avoir planifié l'enlèvement parce que, selon lui, le garçon perturbait sa relation avec Yvon et son épouse. Il ajoute que sa femme était au courant de l'existence de l'enfant, mais qu'elle doutait toujours que Luis Santiago soit réellement son fils. Le 13 décembre 2008, après avoir entendu les témoignages des 2 parties, la juge Juanita Gomez a déclaré les 3 accusés coupables des faits. Jorge Orlando Oval et Marta Lucia Garzón Muñoz, reconnus coupables d'enlèvement et de meurtre aggravé, n'ont cependant admis que l'accusation d'enlèvement. Ils ont été condamnés à 27 ans de prison chacun. Quant à Orlando Pelayo Rincón, il a été condamné à 58 ans et 9 mois de réclusion pour avoir orchestré l'enlèvement et ôté la vie à son propre fils. De plus, sa peine a été alourdie en raison de son lien de parenté avec la victime, Luis Santiago Lozano. Pour Yvon, la sentence semble juste. Mais, comme elle l'a confié elle-même, aucune condamnation ne pourra jamais lui rendre son fils. Elle a passé les semaines suivantes dans un centre médical où les médecins surveillaient attentivement l'état de son enfant à naître. Cette grossesse était particulièrement éprouvante. Convaincue qu'elle ne serait plus jamais heureuse, Yvon a pourtant retrouvé une lueur d'espoir en 2009 avec la naissance de son bébé, qu'elle a nommé Miguel Ángel. C'était un véritable miracle que l'enfant ait survécu malgré les épreuves qui avaient marqué la vie de sa mère. Le gouverneur de Cundinamarca, Andrés González, déjà sensibilisé à la situation de la jeune femme, a lancé une campagne de solidarité pour garantir à Yvon et à son fils des conditions de vie décentes. Son appel a été entendu par plusieurs entrepreneurs locaux qui ont contribué à l'achat des produits essentiels pour le bébé. Cependant, ce dont cette famille avait le plus besoin, c'était d'un toit. En réponse, la Fondation Solidarité Cundinamarca a ouvert un compte destiné à collecter des fonds pour l'acquisition d'une maison ou d'un appartement pour Yvon et son enfant. Miguel Ángel a été l'une des raisons pour lesquelles Yvon s'est accroché à la vie et a trouvé la force de continuer à se battre. Jour et nuit, elle s'occupait de ce petit garçon qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son frère aîné. Elle a puisé en elle le courage de donner à son enfant tout ce qu'elle pouvait. Mais alors que sa vie semblait retrouver un semblant de normalité, Orlando a refait surface. En 2009, l'avocat d'Orlando a interjeté appel, réclamant l'annulation du verdict. Il a affirmé que les droits de la défense avaient été violés et que les aveux de son client avaient été obtenus sous la contrainte. En outre, l'avocat, spécialisé dans les droits de l'homme, a soutenu qu'au cours du procès, il n'avait jamais été prouvé qu'Orlando était réellement le père biologique de Luis Santiago. Selon lui, le tribunal ne disposait donc d'aucune preuve permettant de justifier l'accusation supplémentaire. Cependant, le tribunal a rejeté l'appel, déclarant que les arguments avancés n'étaient pas de nature à remettre en cause le jugement rendu précédemment. En 2010, la Cour suprême a confirmé la condamnation d'Orlando Pelayo Rincón à 58 ans, 9 mois et 16 jours de réclusion criminelle. Quant à ses complices, leurs peines ont été portées à 45 ans de prison chacun. Environ 2 ans après la mort de Luis Santiago, Yvon a décidé de tout quitter et de s'installer à Bogota avec son fils Miguel Ángel. Une fois sur place, elle a trouvé un emploi dans un supermarché et a repris ses études secondaires. Dans un premier temps, une voisine l'a aidée à s'occuper de son fils. Par la suite, elle a confié l'enfant à sa tante pour pouvoir se concentrer pleinement sur ses études. Depuis,
Son objectif principal est de terminer le lycée et de se spécialiser en criminologie. Elle envisage également de rejoindre la fondation Tout peut changer, où elle souhaiterait militer pour l'application de peines de réclusion à perpétuité pour les auteurs de crimes graves contre des mineurs. Un autre projet qui lui tient à cœur est de renforcer un programme d'accompagnement psychologique destiné aux enfants victimes de violences physiques. Alors qu'Yvon tentait de reconstruire sa vie, Orlando cherchait à améliorer ses conditions de détention et à obtenir une réduction de peine. Sa série de requêtes a commencé en août 2012. À l'époque, il a demandé son transfert vers un autre établissement pénitentiaire, invoquant des menaces pour sa sécurité et des traitements inhumains de la part des gardiens. Mais sa demande a été rejetée. En avril 2015, influencé par d'autres détenus qui passaient leur journée à étudier le code pénal, Orlando a affirmé que la Cour suprême avait omis de tenir compte de son droit à une réduction de peine, puisqu'il avait plaidé coupable sans réserve. Exerçant son droit de pétition, il a officiellement demandé une réduction de peine, invoquant le principe de clémence pour aveu intégral de culpabilité. Cependant, la Cour a répondu que de tels avantages ne s'appliquèrent pas dans son cas, étant donné qu'il avait commis un crime grave contre un mineur. En mai 2017, Orlando a déposé une nouvelle requête. Cette fois, il a demandé que sa peine soit remplacée par une assignation à résidence, affirmant qu'il souffrait depuis longtemps de graves problèmes de santé. Un mois plus tard, il a réitéré sa demande, insistant sur l'aggravation de son état. En réponse, le juge a ordonné une expertise médicale. Cependant, les médecins n'ont diagnostiqué aucune pathologie pouvant justifier un aménagement de peine. Orlando en a été informé au début du mois d'octobre 2017. Au cours des 2 années suivantes, il a continué à déclarer qu'il souffrait de maladies graves. Pourtant, malgré ses plaintes répétées, la commission médicale judiciaire n'a trouvé aucun motif valable pour modifier la mesure de détention. À la fin du mois d'octobre 2020, Orlando s'est vu refuser une nouvelle fois une mesure alternative sous forme d'assignation à résidence. Ce n'est qu'en août 2022 qu'il a déposé une nouvelle requête, affirmant avoir été agressé par un autre détenu. Cette même année, Yvon a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux en publiant sur son compte TikTok une vidéo poignante dédiée à son fils Luis Santiago, décédé 14 ans plus tôt. Malgré le temps écoulé, les souvenirs de ce drame continuaient de la hanter. L'affaire Luis Santiago est revenue sur le devant de la scène le 21 avril 2023, date à laquelle la mort d'Orlando Pelayo Rincón a été annoncée. Il était alors incarcéré dans le quartier de haute sécurité d'un hôpital situé à Valledupar. Selon le médecin-chef, Daniel Gutiérrez, Orlando souffrait de plusieurs pathologies, dont une insuffisance rénale et un diabète sucré. Quelques jours plus tard, Yvon a pris la parole dans les médias, déclarant que la mort d'Orlando lui inspirait des sentiments mitigés. Aún me queda en la cabeza y en el corazón la pregunta, ¿por qué fue tan miserable? ¿Por qué nos hizo tanto daño? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué maquinar tanta cosa tan horrible? Hubiera podido alejarse del niño si no lo quería, si no quería estar con él, nadie lo iba a obligar a nada, pero ocasionar tanto dolor con tantas mentiras y llevárselas, eso es lo más frustrante. L'affaire Luis Santiago Lozano a été, sans exagération, un événement qui a profondément bouleversé toute la Colombie. Même aujourd'hui, le souvenir de ce drame résonne encore douloureusement dans les cœurs. Ce ne sont pas seulement la mère du petit garçon, dont la vie a été arrachée par son propre père, mais aussi des centaines, voire des milliers d'autres personnes qui ont été marquées à jamais par cette tragédie. Le 29 février 2000, John Price, un homme divorcé et père de 2 enfants âgés de 45 ans, demanda aux autorités de délivrer une ordonnance contre son ex-compagne, Catherine Knight. Selon John, celle-ci avait commencé à le menacer peu après qu'il lui eut refusé sa demande en mariage. Ils avaient déjà eu plusieurs conflits sérieux qui s'étaient terminés par des violences physiques de sa part. En outre, John contacta certains de ses collègues pour leur dire que quelque chose de grave allait se produire s'il ne se présentait pas un jour au travail. Étonnamment, le lendemain, John ne se présenta pas au travail, suscitant ainsi l'inquiétude de ses collègues, qui hésitaient à savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie. Après plusieurs tentatives infructueuses de son employeur pour le joindre par téléphone, celui-ci décida d'envoyer un employé à son domicile pour vérifier lui-même qu'il allait bien. Au même moment, l'un des voisins de John fut intrigué en voyant sa voiture stationnée devant chez lui.
Il s'approcha alors de la maison et frappa à la porte à plusieurs reprises. N'obtenant aucune réponse, il alerta la police. Il régnait un silence de mort dans la maison, mais était-ce vraiment le cas? Après avoir patienté quelques minutes devant la porte, le voisin de John jeta un coup d'œil par la fenêtre d'une des chambres afin d'écarter l'hypothèse qu'il dormait. À première vue, il lui sembla effectivement que la maison était vide. Du moins, aucun mouvement n'était perceptible. Cependant, en y regardant de plus près, le voisin de John remarqua plusieurs larges taches de sang sur le sol, près de l'entrée de la pièce. Il appela donc immédiatement la police et expliqua la situation. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux 10 minutes plus tard. Il n'était alors que 8 heures du matin. Après avoir inspecté la maison depuis la rue, les policiers ne remarquèrent rien d'anormal. Ils décidèrent néanmoins d'entrer pour lever tout doute. La scène qu'ils découvrirent à l'intérieur fut décrite comme effroyable et inimaginable. Cela dit, il ne fut pas difficile de trouver le coupable, puisqu'il était resté à l'intérieur de la maison durant toute l'opération. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Catherine Mary Knight, une femme devenue l'une des meurtrières les plus célèbres de l'histoire australienne. Elle est née le 24 octobre 1955 à Tenterfield, une ville de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Sa mère, Barbara, était mariée à un homme nommé Jack Rogan. Ils vécurent longtemps à Aberdeen, où ils eurent 4 enfants. Cependant, Barbara eut une liaison avec Kenneth Knight, un ami proche de son mari, ce qui entraîna rapidement leur séparation. Barbara confia alors ses 4 enfants à Jack et partit vivre avec Kenneth. Ensemble, ils fondèrent une nouvelle famille, et c'est ainsi que naquirent Catherine, sa sœur jumelle, 2 frères et une autre sœur. Malheureusement, Jack Rogan, l'ex-mari de Barbara, décéda en 1959. 2 de leurs 4 enfants vinrent alors vivre avec elle. À ce moment-là, il était déjà évident que l'environnement familial dans lequel ils grandissaient était inadapté, pour ne pas dire plus. La raison principale en était sans doute que Ken, comme on l'appelait communément, était un homme cruel et grossier, en proie à de graves problèmes d'alcool. Il maltraitait fréquemment Barbara et battait leurs enfants sans retenue. Toutefois, la mère de Catherine n'avait rien d'une mère équilibrée, au sens habituel du terme. Elle allait même jusqu'à raconter à ses filles des détails intimes de sa vie conjugale. Un tel comportement parental eut inévitablement des répercussions sur les enfants. On sait que les frères et sœurs de Catherine avaient adopté les habitudes de leur père et lui avaient infligé à plusieurs reprises des violences physiques. Une fois, la jeune fille fit part à sa mère de la situation dans laquelle elle se trouvait. Mais celle-ci, insensible, lui conseilla simplement d'arrêter de se plaindre et d'accepter son sort. En fin de compte, les brimades persistèrent et laissèrent une marque indélébile sur le psychisme de Catherine. À l'école, elle était une fille renfermée et maussade, persuadée que tout le monde autour d'elle cherchait à lui nuire d'une manière ou d'une autre. Elle se bagarrait donc constamment avec ses camarades de classe. À un moment donné, elle tenta même d'attaquer l'un d'eux avec un couteau qu'elle transportait secrètement dans son sac à dos. Malgré les bagarres et les querelles incessantes avec son entourage, Catherine réussissait plutôt bien ses études. Plus tard, cependant, elle se replia sur elle-même et finit par abandonner l'école. Elle trouva ensuite un emploi de coupeuse dans une usine de vêtements où elle travailla pendant environ 1 an. En 1971, à l'âge de 16 ans, Catherine commença à travailler dans un grand abattoir du même quartier d'Aberdeen. Elle y apprit à manier les couteaux et fut même promue. Selon ses collègues, elle aimait tellement son métier qu'elle le considérait comme sa véritable vocation. Elle alla jusqu'à accrocher son premier jeu de couteau de boucher au-dessus de son lit. Avant de s'endormir, la jeune fille les contemplait parfois, ce qui lui procurait apparemment un grand plaisir. En 1973, le comportement agressif de Catherine devint de plus en plus fréquent. C'est à cette époque qu'elle rencontra son premier mari, David Kellett, un jeune homme de 22 ans qui avait déjà travaillé pour une compagnie ferroviaire locale. Peu avant leur rencontre, il avait été licencié en raison de ses problèmes d'alcool. Cette circonstance l'avait contraint à trouver un nouvel emploi à l'abattoir que j'ai déjà mentionné, où il fit la connaissance de Catherine. Après avoir appris à se connaître, les jeunes gens décidèrent de se marier. La rumeur veut que leur première nuit de noces ait été inoubliable. Après avoir eu 3 rapports intimes, Kellett s'endormit, ce qui mit Catherine dans une colère noire,
car elle estimait que 3 fois n'étaient pas suffisantes. Elle se jeta alors littéralement sur son mari et tenta de l'étrangler. Heureusement pour lui, elle n'y parvint pas. Néanmoins, ce n'était que le début de leur relation tumultueuse. Ils furent en effet victimes d'une série d'agressions physiques, dont la fréquence ne cessa d'augmenter avec le temps. On sait que leur dernière violente dispute éclata peu avant que Catherine n'accouche de leur enfant commun. Tout commença lorsque David rentra plus tard que d'habitude. Au lieu de lui demander calmement la raison de son retard, la jeune femme prit une poêle à frire et lui asséna un violent coup sur la tête. Voyant un filet de sang s'écouler immédiatement de la blessure de Kellett, Catherine se mit à crier et à appeler à l'aide. Alertée par ses hurlements, un voisin appela la police, ce qui conduisit à l'arrestation de Catherine. Cependant, celle-ci fut de courte durée et elle rentra chez elle quelques heures plus tard. En mai 1976, David prit finalement la décision de quitter Catherine. Il ne supportait plus son agressivité, d'autant plus qu'elle se défoulait sur leur fille après ses accès de colère. Peu avant leur séparation, il alla même jusqu'à abandonner le landau avec leur bébé sur une voie ferrée. Heureusement, un sans-abri qui fouillait les environs à la recherche de nourriture aperçut l'enfant à temps et parvint à le sauver. En apprenant ce qui s'était passé, Catherine perdit immédiatement son sang-froid. À son retour du travail, elle s'empara d'une hache et sortit dans la rue, menaçant les passants de mort. Quelques minutes plus tard, elle fut arrêtée et placée en hôpital psychiatrique, où on lui diagnostiqua une dépression post-partum. Une fois sortie de l'hôpital, Catherine se retrouva à nouveau en difficulté. Armée de l'un de ses couteaux de boucher et tenant sa fille dans l'autre main, elle s'en prit violemment à une femme inconnue. Catherine voulait qu'elle la conduise en voiture chez David. Face à son refus d'obtempérer, elle lui asséna plusieurs coups de poing au visage. Heureusement, la victime parvint à s'échapper et à rejoindre une station-service où elle demanda de l'aide. Les employés contactèrent immédiatement la police. Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils trouvèrent Catherine brandissant un couteau dans une main et tenant son bébé dans l'autre. Une fois calmée, elle fut de nouveau internée en hôpital psychiatrique et sa fille placée dans un lieu sûr. Par la suite, l'enfant fut confié à ses grands-parents maternels, tandis que son père, David, fut informé que Catherine se trouvait dans le service psychiatrique de l'hôpital de Nouvelle-Galles du Sud. Le 9 août 1976, Catherine sortit de l'hôpital et fut confiée à sa belle-mère, chargée de veiller à ce qu'elle prenne correctement tous les médicaments prescrits. Étonnamment, quelques semaines plus tard, Catherine et David décidèrent de reprendre la vie commune. Cependant, comme auparavant, leur cohabitation pacifique fut de courte durée et le couple continua d'attirer l'attention par ses disputes incessantes. Malgré tout, le 6 mars 1980, ils eurent une autre fille. Les années passèrent et, un jour, en rentrant du travail, David constata que ni Catherine ni leur fille n'étaient à la maison. Il s'avéra qu'elle s'était rendue chez les parents de Catherine, dans une ferme située quelque part près d'Aberdeen. La jeune femme y retrouva un emploi dans un abattoir, mais fidèle à son tempérament, elle fut rapidement renvoyée. Bientôt, Catherine déménagea à nouveau et environ un an plus tard, elle commença à souffrir de violents maux de dos qui l'obligèrent à cesser de travailler. Heureusement pour elle, les autorités locales lui accordèrent non seulement une bonne allocation, mais l'aidèrent aussi à trouver un petit appartement situé près de l'école où ses filles devaient être scolarisées. À plus de 30 ans, Catherine, grande et mince, était plutôt séduisante. Mais elle aspirait avant tout à rencontrer un homme bon et attentionné. Extérieurement, elle semblait joyeuse et souriante, mais au fond d'elle-même, elle restait agressive, jalouse et possessive. Quoi qu'il en soit, son apparence lui permit de fréquenter toutes sortes d'hommes, dont un mineur de 38 ans, David Saunders. Il était considéré comme un homme beau et charmant, mais son principal défaut était sans doute sa consommation d'alcool, bien plus excessive que celle des autres. Malgré cela, les deux trouvèrent un terrain d'entente et, au début, leur relation se déroula sans heurts. Au fil du temps, leur relation devint de plus en plus sérieuse et ils décidèrent de vivre ensemble. David emménagea donc avec Catherine et ses filles. Presque immédiatement après son installation, les querelles et les disputes, qui faisèrent partie intégrante du caractère de la jeune femme, éclatèrent au grand jour. Catherine accusait sans cesse Saunders d'entretenir des liaisons secrètes avec d'autres femmes.
le couple se disputait parfois pendant des heures à ce sujet. Un jour, Catherine mit David à la porte. Cependant, dès le lendemain, elle le supplia de revenir. Même après son retour, leurs conflits ne cessèrent pas. En mai 1987, après une nouvelle querelle violente, Catherine attrapa un chiot âgé de 2 mois et l'égorgea sous les yeux de David. Elle lui déclara alors qu'il subirait le même sort s'il osait la tromper avec une autre femme. Malgré leurs violentes disputes et d'autres événements tout aussi odieux, Catherine donna naissance à leur 3e fille en juin 1988. Peu après la naissance de l'enfant, David et Catherine achetèrent une petite maison qu'ils décorèrent ensuite d'une manière pour le moins singulière. Les murs furent ornés de crânes de vaches, de peaux d'animaux et de cornes de taureaux. Parmi les autres objets qui composaient cette étrange décoration, on trouvait d'énormes fourches, des cuillères en bois, des râteaux, des pièges à animaux rouillés, des vestes de motards en cuir usé, plusieurs selles, des bottes de cow-boy et divers autres accessoires. Tous les espaces libres de la maison étaient envahis de journaux, de vêtements sales et de vieux livres que personne ne lisait. Il ne faisait aucun doute que Catherine appréciait ce style de décoration. Peut-être même y prenait-elle un plaisir particulier. Mais cela ne dura pas longtemps, car après une nouvelle dispute, au cours de laquelle elle frappa Sanders avec un fer à repasser avant de le poignarder dans la poitrine avec des ciseaux, il décida qu'il ne pouvait plus tolérer ces violences et quitta définitivement le domicile familial. Catherine tenta bien de le retrouver et de se racheter, mais elle ne parvint jamais à remettre la main sur lui. À un moment donné, désespérée, elle alla même jusqu'à découper tous ses vêtements avant de les jeter à la poubelle. Étonnamment, quelques mois plus tard, David revint. Il voulait simplement voir sa fille. Il fut sincèrement choqué d'apprendre que pendant son absence, Catherine avait eu le temps de se rendre à la police et de prétendre qu'il représentait un danger pour elle. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'entre-temps, Catherine était parvenue à épouser un autre homme. Son nouvel élu était John Chillingworth, un collègue de son ancien travail, âgé de 43 ans. En 1991, Catherine donna naissance à son 4e enfant, un garçon. De nombreux voisins furent surpris de constater l'absence de querelles ou de conflits entre elle et son compagnon, John Chillingworth. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient heureux ensemble. Quelque chose ne tournait visiblement pas rond, car après 3 ans de vie commune, il s'avéra que Catherine entretenait une liaison secrète avec un certain John Price depuis le début de sa relation avec Chillingworth. Cette trahison devint d'ailleurs la principale raison de leur séparation. Au départ, Chillingworth prit très mal cette rupture, non pas à cause de Catherine elle-même, mais parce qu'ils venèrent d'avoir un fils. Cependant, après les événements qui allaient suivre, il se sentit sans doute comme l'homme le plus chanceux du monde. Quant à John Price, il était déjà divorcé lorsqu'il commença à fréquenter Catherine. Il avait également 2 enfants qui, pour une raison inconnue, vivaient avec lui plutôt qu'avec leur mère. Après sa séparation avec Chillingworth en 1995, Catherine emménagea chez Price. À l'époque, celui-ci travaillait dans les mines locales et gagnait plutôt bien sa vie. Au début, leur vie commune fut relativement paisible. Cependant, Price ne tarda pas à réaliser que Catherine était une femme au caractère incroyablement fort et imprévisible. On sait qu'en 1998, elle lui demanda de l'épouser, mais il refusa immédiatement. En guise de représailles, Catherine filma tous les objets qu'elle soupçonnait Price d'avoir volés sur son lieu de travail avant d'envoyer la vidéo à son employeur. Il s'agissait en réalité de vieilles trousses médicales que Price avait récupérées dans une poubelle située dans les locaux de son entreprise. Quoi qu'il en soit, il fut licencié. Lorsqu'il rentra chez lui, une violente dispute éclata entre lui et Catherine. Il finit par la mettre à la porte en lui disant qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Malgré cela, quelques mois plus tard, ils reprirent leur relation. Cette fois-ci, cependant, Price refusa de laisser Catherine revenir vivre chez lui avec toutes ses affaires. Cette décision fut à l'origine de nombreuses querelles, de plus en plus fréquentes et intenses. À un moment donné, Catherine se mit à calomnier Price auprès de ses amis, prétendant qu'il abusait de ses filles, ce qui était évidemment faux. En février 2000, une nouvelle violente dispute éclata entre eux, au cours de laquelle Catherine poignarda Price pour la première fois. C'est en effet à la suite de cet événement que la fin commença à se profiler, du moins en ce qui concernait la vie de l'homme. Comme mentionné au début de cette vidéo, le 29 février 2000,
Price s'adressa aux autorités afin d'obtenir une ordonnance du tribunal contre Catherine. Il contacta également certains de ses collègues et leur confia que si, un jour, il ne se présentait pas au travail, cela signifierait que Cathy, comme il l'appelait parfois, lui avait fait du mal. Il n'avait pas tort. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, ses enfants n'étaient plus là. Il s'avéra que Catherine avait profité de son absence pour les envoyer chez des amis communs. Apparemment, elle voulait lui faire croire qu'elle souhaitait une réconciliation. Vers 23 heures, alors que Price dormait déjà, Catherine entra dans la maison et s'installa devant la télévision. Elle n'eut même pas besoin d'enfoncer la porte, car elle possédait encore les clés. Après un moment, elle alla prendre une douche, puis réveilla l'homme pour avoir une relation sexuelle avec lui. Une fois cela fait, Price se rendormit, sans se douter que cette nuit serait la dernière de sa vie. Catherine avait minutieusement préparé son crime. Elle avait disposé plusieurs couteaux de boucher à des endroits stratégiques de la maison, au cas où Price tenterait de s'enfuir. Lorsqu'elle s'assura qu'il était profondément endormi, elle s'empara de l'un des couteaux, monta sur lui et lui enfonça la lame dans le corps. Réveillée en sursaut par la douleur, Price tenta de repousser Catherine, mais celle-ci parvint à le maîtriser. Pour autant que l'on sache, Catherine l'a poignardé une quarantaine de fois au cours de l'attaque. Cela explique parfaitement pourquoi, lorsque la police pénétra dans la maison, elle découvrit d'abord de multiples éclaboussures de sang sur le sol et les murs. Mais ce n'était que le début d'une scène bien plus macabre. Alors que l'un des policiers continuait à fouiller les lieux, il remarqua un rideau suspendu entre deux pièces. En tendant la main pour le décrocher des crochets, les autres comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple tissu. Catherine avait immédiatement entamé le processus de dépeçage après le meurtre de Price. Une partie de la peau de l'homme servait désormais de rideau, tandis qu'une autre avait été placée dans une grande marmite où mijotaient déjà des légumes. Catherine alla encore plus loin. Elle sépara les fesses de Price, les découpa en petits morceaux et les disposa sur une plaque de cuisson. Elle sortit ensuite la vaisselle, dressa la table et plaça à côté des assiettes des petits papiers portant les noms des enfants de Price comme pour leur attribuer une place. Il ne faisait aucun doute qu'elle comptait les nourrir avec la chair de leur propre père. Quant au reste du corps de Price, il fut retrouvé allongé, les jambes croisées et un bras tendu, dans une mise en scène troublante. Catherine elle-même gisait à ses côtés. Il s'avéra qu'elle avait ingéré des pilules dans le but apparent de mettre fin à ses jours. Cependant, elle survécut et fut transportée en urgence à l'hôpital le plus proche. Elle ne reprit conscience que le 4 mars de la même année. Ce jour-là, la police vint l'interroger sur les événements qui s'étaient déroulés. Catherine s'empressa d'affirmer qu'elle ne se souvenait de rien. Après quelque temps, ses avocats tentèrent de prouver qu'en raison de divers troubles mentaux, elle ne pouvait tout simplement pas être jugée ni assumer la responsabilité pénale de ses actes. Les autorités durent alors ordonner un examen psychiatrique afin de déterminer si elle était atteinte d'une maladie mentale. À l'issue de cet examen, 3 spécialistes déclarèrent qu'elle était pleinement consciente de ses actes au moment du meurtre et qu'elle était donc apte à être jugée. Néanmoins, ils lui diagnostiquèrent un trouble de la personnalité dit « borderline », caractérisé par une incapacité à contrôler ses émotions et ses impulsions. Au cours du procès principal, les avocats de Catherine continuèrent à plaider son innocence, expliquant les événements par des troubles mentaux et une amnésie. L'accusation, quant à elle, affirma avec fermeté que la femme n'était pas malade et que son véritable problème était d'avoir toujours agi en toute impunité, sans jamais subir de conséquences. Acculée, Catherine finit néanmoins par plaider coupable du meurtre de John Price. Le 8 novembre 2000, le juge la condamna à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Catherine est actuellement incarcérée dans un centre pénitentiaire pour femmes appelé Civil Water. Entre ses murs, elle est surnommée Nana, un terme qui signifie « personne gentille et douce ». Elle y est connue comme une détenue qui apaise les tensions et prévient les conflits avant qu'ils ne s'enveniment. Depuis son incarcération, elle n'a jamais été impliquée dans la moindre altercation et est même considérée comme un modèle de conduite pour les autres prisonnières. Cependant, beaucoup d'entre elles savent qu'il vaut mieux garder leur distance. Derrière le masque de cette femme apparemment bienveillante se cache en réalité une tueuse impitoyable. Dans cette vidéo,
Je vais vous parler d'Aku Yadav, un homme tristement célèbre à travers le monde pour les atrocités qu'il a perpétrées contre les membres de la communauté Dalit, encore aujourd'hui considérée comme la caste la plus inférieure dans la hiérarchie sociale en Inde. Les crimes d'Aku Yadav étaient d'une telle atrocité et d'une telle ampleur qu'ils ont inspiré une série documentaire intitulée « Prédateur indien, meurtre dans la salle d'audience », diffusée sur Netflix en 2022. Cette affaire a mis en lumière un problème plus vaste de la société indienne, les agressions et les actes de haine commis régulièrement en raison du système des castes. Nombreux sont ceux qui se demandent comment Bharat Kalicharan, plus connu sous le nom d'Aku Yadav, est devenu ce personnage tristement célèbre. Il serait né en 1971 ou en 1972 et aurait grandi dans le bidonville de Kasturba Nagar, à Nagpur, dans l'état du Maharashtra. Grâce à la fortune de sa famille, Aku occupait une position sociale plus élevée que celle de nombreux autres habitants du bidonville, en particulier les Dalits, qui se trouvaient tout en bas de l'échelle sociale. On peut dire que Yadav a eu un comportement exemplaire durant sa scolarité. Il obtenait de bons résultats scolaires, participait à des activités périscolaires et était apprécié pour son apparence avenante. Cependant, malgré cette réussite scolaire manifeste, Aku s'est engagé sur une voie inquiétante. Il abandonna l'école après la 7e année afin de passer son temps à jouer avec ses amis. Il volait fréquemment les commerçants locaux ainsi que d'autres personnes démunies pour son propre divertissement. Après la mort de son père, la vie d'Aku et de sa famille changea radicalement, et leur fortune, autrefois confortable, s'évanouit. Ses sœurs avaient déjà été mariées, tandis que ses frères travaillaient ou se livraient à des activités criminelles. Aku, le plus jeune des enfants, décida de suivre les traces de ses frères en s'enfonçant davantage dans le jeu, le vol et l'extorsion. C'est ainsi que débuta son règne de terreur. Au début, Yadav et sa bande se livraient à une extorsion pure et simple. Comme je l'ai mentionné, les habitants de Kasturba Nagar étaient pour la plupart des Dalits, c'est-à-dire des personnes occupant le rang le plus bas dans la hiérarchie des castes en Inde. Délibérément exclus de la société, ils étaient considérés comme des êtres en marge de la théorie de la création divine. Ils vivaient généralement dans la pauvreté et travaillaient comme paysans ou ouvriers. Malgré cela, la bande de Yadav les attaquait et leur extorquait de l'argent en les intimidant et en les contraignant par la force des armes. L'une des propriétés les plus fréquemment attaquées par la bande de Yadav était une petite boutique appartenant à Pratibha Urkud. Pour éviter l'encombrement et l'inconfort, elle exposait parfois ses marchandises devant sa modeste maison. Aku emportait régulièrement ses produits pour les revendre ensuite et en tirer profit. Parfois, Yadav faisait semblant d'acheter des articles, promettant à Pratibha un paiement qui n'arrivait jamais. Au fil du temps, les activités criminelles d'Aku devinrent de plus en plus obscures. Selon l'un des anciens amis de Yadav, un événement survenu un jour aurait tout bouleversé. Cette fois-là, la bande avait l'intention d'extorquer de l'argent à un couple local. Mais en arrivant chez eux, il devint évident pour tous qu'Aku nourrissait d'autres desseins. En réalité, il voulait abuser de la maîtresse de maison et malgré tous les efforts de son mari, il parvint à ses fins. Quelque temps plus tard, la police reçut la première plainte contre Yadav, qui fut arrêté en 1991. Toutefois, même son incarcération ne le poussa pas à se réformer ni à changer de vie. Bien au contraire, il continua à commettre des crimes. Il ne fait aucun doute que la vision du monde de Yadav était déjà profondément déformée, et qu'il considérait les femmes d'Ali comme de simples objets de divertissement. Jour après jour, de nouveaux témoignages sur des femmes et des jeunes filles agressées par Aku et ses complices émergeaient dans les bidonvilles. Il ne semblait même pas prêter attention ni à l'âge ni au statut matrimonial des victimes, qu'il s'agisse de jeunes filles, de femmes d'âge mûr, de célibataires, de femmes mariées ou même de femmes enceintes. Yadav et ses complices les attaquaient quand bon leur semblait. La communauté d'Ali locale finit par sombrer dans l'oubli. Le spectacle de femmes sans défense, victimes d'agressions, laissa une marque indélébile dans l'esprit de leurs enfants. Leurs maris souffraient d'une angoisse inimaginable en voyant leurs épouses subir diverses formes de violence physique. Le nombre de victimes d'agression n'a donc cessé d'augmenter. Les données varient selon les sources. On estime généralement qu'il y aurait eu au moins 40 victimes. La plus jeune n'était âgée que de 10 ans. À un certain moment, les attaques sont devenues si fréquentes que les femmes ont dû rester à l'intérieur, même en pleine journée. Dans le même temps, la plupart des enfants de la région ont cessé de fréquenter l'école. Selon des rumeurs, il existerait même une règle implicite parmi les Dalits.
ne pas sortir après 18 heures et maintenir portes et fenêtres closes. Dans le même temps, les hommes se sentaient impuissants et incapables de protéger leurs épouses et leurs enfants des agissements du gang, ce qui les poussait à noyer leur chagrin dans l'alcool. Il est important de souligner que, même en cas de légitime défense, blesser quelqu'un avait des conséquences lourdes de sens pour les Dali. De surcroît, ces derniers disposaient de très peu d'armes, tandis que le gang de Yadav était muni de couteaux et même de pistolets. Cette vulnérabilité faisait d'eux des cibles faciles, et ils évitaient donc autant que possible de causer des ennuis aux personnes appartenant aux castes supérieures. Néanmoins, certains d'entre eux trouvèrent la force de se lever pour défendre leur communauté. L'une d'entre elles était Asha Bai. Elle était reconnue pour être une femme intrépide qui intervenait toujours sans hésitation auprès d'Aku et des membres de son gang. Chaque fois qu'elle voyait sa communauté souffrir, elle faisait tout son possible pour la soutenir. Elle défendit notamment les victimes de Yadav et fournit de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Pourtant, Bai n'était pas particulièrement riche. Elle comprit néanmoins qu'elle et les autres devaient arrêter Aku et sa bande au plus vite. Pour ce faire, Asha organisa des réunions avec les hommes de la communauté afin de discuter de toutes les actions envisageables pour mettre un terme au règne oppressif de Yadav. Certes, leur plan échoua et Aku survécut à l'attaque. Il serait même plus juste de dire qu'il fut sauvé par son meilleur ami, Avinash Tiwari, qui donna son sang pour lui sauver la vie. Après s'être remis du traumatisme, Aku devint encore plus paranoïaque. Yadav pensait désormais que la véritable menace ne venait pas des femmes, mais des hommes. Il se mit alors à voyager exclusivement en compagnie de ses associés qui lui servaient à la fois de garde et de renfort en cas d'attaque. La paranoïa croissante finit également par gagner son meilleur ami, Avinash, celui qui lui avait sauvé la vie. Certes, Avinash était un ami proche d'Aku, mais il n'avait rien à voir avec ses tendances criminelles. Dans les bidonvilles, Avinash était reconnu pour sa gentillesse et son bon caractère. On pouvait certes s'interroger sur ses choix amicaux, mais il n'était considéré ni comme une menace, ni comme un membre du gang de Yadav. C'est peut-être pour cette raison qu'Aku désapprouvait qu'Avinash fréquente des personnes qu'il considérait comme ses ennemis. Il se rendait, par exemple, souvent chez Asha. Un jour, Yadav le confronta à ce sujet, mais Avinash ne prit jamais ses reproches au sérieux. Une altercation éclata finalement entre eux, et Aku sortit un couteau et poignarda Avinash en pleine rue. Quelques minutes plus tard, Asha accourut, alerté par le bruit, et comprit aussitôt qu'un événement grave s'était produit. En découvrant le corps sans vie de son ami, elle se jeta sur Aku pour le réprimander. Yadav n'apprécia pas cette réaction et la menaça de s'en prendre à elle et de lui ôter la vie. Quelque temps plus tard, Aku fut de nouveau arrêté. Pour autant que je sache, il ne passa que quelques années en prison. Durant cette période, il ne manifesta jamais le moindre signe de remords. Au contraire, Yadav complota pour attaquer Asha et se venger de tout ce qu'elle avait fait contre lui. Ce soir-là, lorsqu'il se rendit chez elle, sa famille était également présente et célébrait un événement. Lorsque quelqu'un frappa à la porte, la femme pensa qu'il s'agissait de l'ami de sa fille. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, Aku et d'autres membres de son gang firent irruption dans la maison. L'attaque fut d'une brutalité extrême. Ils ne montrèrent aucune pitié, restant indifférents aux pleurs de la fille d'Asha et aux supplications de sa mère. Finalement, la femme fut décapitée, sa poitrine mutilée et son visage défiguré de manière grotesque. La cruauté d'Aku ne connaissait pas de limite. Ses actes semèrent la terreur au sein de la communauté et il semblait qu'aucune loi n'existait pour protéger les Dalits et garantir leurs droits. Par la suite, Aku et sa bande massacrèrent brutalement une autre femme. Cela se produisit 10 jours seulement après la naissance de son enfant. Les blessures qu'elle subit lors de l'attaque la poussèrent à mettre fin à ses jours. Vous vous demandez sans doute pourquoi les habitants n'ont pas riposté, ou du moins pourquoi ils n'ont pas fait appel à la police. En réalité, ils déposèrent une plainte, mais Yadav ne fut jamais incarcéré bien longtemps. Selon certains témoignages, la police n'aurait pas pris les rapports au sérieux et aurait accusé les femmes d'entretenir des liaisons avec Aku et de se prostituer pour gagner leur vie. En outre, selon certaines rumeurs, des policiers auraient révélé l'identité de ceux qui avaient dénoncé Yadav, exposant ainsi ces personnes à des représailles accrues de sa part. Aku aurait été arrêté au moins 14 fois au cours de sa vie. À un moment donné, la police se mit même à collaborer avec lui offrant protection et soutien en échange de pots de vin et d'alcool. Lors de l'une de ces occasions,
une femme affirma avoir été agressée par Aku et ses complices. Mais au lieu de recevoir l'aide dont elle avait besoin, elle fut de nouveau maltraitée, cette fois par des policiers. Après cet incident, les Dalits finiront par perdre tout espoir. Mais bientôt, l'une d'entre eux, faisant preuve d'un grand courage, devint le catalyseur qui leur permit de régler leurs problèmes avec Aku et sa bande. Elle s'appelait Usha Narayane et était étudiante en gestion hôtelière. Au bout d'un certain temps, Usha apprit que la bande de Yadav avait attaqué une jeune fille de 13 ans. Elle alla la voir et lui conseilla de porter plainte, mais l'adolescente avoua craindre la vengeance d'Aku. Usha décida alors, peut-être par désespoir, de porter plainte elle-même au nom de la jeune fille. Finalement, les policiers qui soutenaient Aku depuis le début en furent informés. Peu après, une quarantaine d'hommes armés se présentèrent devant la maison d'Usha et exigèrent qu'elle ouvre la porte. Au début, ses voisins, terrifiés, observèrent la scène depuis leur maison, sans comprendre comment ils pourraient lui venir en aide. Au bout de quelques instants, elle traîna une bouteille de gaz jusqu'à l'entrée de la maison, ouvrit la porte et coupa le tuyau, remplissant l'espace de gaz. À ce moment-là, elle tenait une allumette à la main et déclara qu'elle l'allumerait dès que quelqu'un oserait entrer. Lorsqu'ils découvrirent la bouteille de gaz, Aku et les membres de son gang hésitèrent. Ils ne savaient pas si Usha était réellement prête à passer à l'acte. Cependant, les habitants, témoins de la détermination d'Usha, finirent par comprendre que les assaillants n'étaient que des individus simples et timides, terrorisés par la mort. Encouragés par cette prise de conscience, ils descendirent dans la rue et s'armèrent de bâtons et de pierres. Peu après, tous les membres de la bande d'Aku furent pris de panique et commencèrent à se disperser pour éviter d'être victimes de la foule en colère. Dans les jours qui suivirent, les habitants du bidonville firent tout leur possible pour retrouver Yadav et le punir pour ses crimes. Mais ils ne réussirent jamais à le retrouver, car Aku, ayant perdu toute confiance en lui, avait décidé de se rendre volontairement à la police dans l'espoir qu'elle puisse le protéger. Quelque temps plus tard, on apprit que Yadav allait être jugé. Le 7 août 2004, environ 500 habitants de Kasturba Nagar se rassemblèrent pour manifester devant le poste de police. Lorsqu'il en eut connaissance, Aku leur transmit un message dans lequel il promettait de donner une leçon à toutes les femmes du quartier dès sa libération. Ainsi, même en présence de centaines de personnes prêtes à le lyncher, Yadav continua à faire preuve d'arrogance. Le procès d'Aku était fixé au 13 août 2004. Après 10 années de terreur sous la coupe de Yadav, les habitants des bidonvilles savaient qu'ils ne resteraient probablement pas longtemps en prison. La nuit précédant le procès, ils se réunirent pour élaborer un plan visant à se débarrasser d'Aku. Tous les habitants étaient fermement résolus à mettre fin à leur souffrance le plus tôt possible. À l'aube, ils se rassemblèrent devant le palais de justice du comté, où une voiture s'arrêta bientôt, déposant Aku et un autre criminel nommé Ram Gidam, tous deux menottés. Au bout de quelques instants, plus d'une centaine de personnes encerclèrent le véhicule. À ce moment-là, Yadav regarda l'une des amies de sa victime et lui lança qu'il réglerait ses comptes avec elle dès sa sortie de voiture. Ces paroles dissipèrent la peur et les doutes des personnes présentes, laissant place à une véritable rage. La foule commença alors à pousser les policiers pour tenter de s'approcher d'Aku. Parallèlement, des femmes se mirent à lui jeter de la poudre de piment afin de l'aveugler. Bien que la police fût parvenue à faire entrer Yadav dans le palais de justice et à verrouiller la porte, la foule força l'entrée et l'encercla. Il brandissait toutes sortes d'armes, et la seule chose qu'il désirait, c'était que justice soit faite. Yadav fut alors victime d'une agression impensable. Il fut battu à coups de bâton, tailladé à l'aide de couteaux et lapidé. Selon les témoignages, les personnes présentes se relayèrent pour le frapper, tandis qu'il implorait pitié. Ram Gidam, dont j'ai déjà parlé, et qui était menotté à Yadav, fut contraint de se recroqueviller pour protéger son bras. À la suite de l'attaque, les organes génitaux d'Aku furent complètement sectionnés, et il mourut dans une mare de son propre sang en l'espace d'une quinzaine de minutes seulement. Le meurtre de Yadav fit grand bruit. Dans un premier temps, la police n'arrêta que quelques femmes, mais elles furent finalement relâchées à la suite d'une vaste manifestation des habitants des bidonvilles, qui exigèrent que toutes les personnes impliquées dans l'agression soient arrêtées. Certains hommes politiques profitèrent de l'incident pour en tirer avantage. Pourtant, ces dernières années, ils n'avaient jamais prêté attention aux problèmes des habitants, considérant les violences dans les bidonvilles comme de simples guerres entre gangs locaux. Ainsi,
Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer que des femmes ordinaires issues de la caste des Dalits puissent prendre les armes et commettre un crime aussi brutal contre une personne qui pourtant méritait d'être punie. Quoi qu'il en soit, tous les suspects du meurtre d'Aku Yadav furent relâchés, faute de preuves de leur implication personnelle dans l'incident. Toutefois, une commission gouvernementale spéciale chargée d'établir les faits conclut que la police n'avait pas assuré une protection adéquate aux résidents. Elle précisa également qu'il ne s'agissait pas d'une guerre entre deux bandes, mais d'une forme de justice rendue face au danger et à l'inaction du système judiciaire local. Voilà pour aujourd'hui. Il est important de souligner qu'aucun meurtre, même celui d'une personne aussi abominable qu'Aku Yadav, ne saurait être justifié. Toutefois, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Pendant combien de temps des centaines de personnes ordinaires et leurs enfants ont-ils dû supporter une telle brutalité de la part d'un autre être humain? Et combien de temps les habitants de Kasturba Nagar ont-ils dû endurer vols, agressions et harcèlement constant? Tout s'est passé le 10 décembre 2021. Ce jour-là, Cruz Magwad, un enseignant de 48 ans, se trouvait à l'école élémentaire Boyan, où travaillait également sa femme, Lovella Magwad, directrice de l'établissement. Il participait aux travaux de rénovation du bâtiment. Vers 15 heures, son téléphone a sonné. C'était leur voisin. En passant devant leur maison, celui-ci avait remarqué quelque chose d'inhabituel, laissant penser à une tentative d'effraction. Bien qu'il ne soit pas entré dans la maison, il avait jugé important de prévenir Cruz sans attendre. Ce dernier a immédiatement appelé sa femme, qui était absente, pour lui demander de rentrer chez eux. Il a ensuite interrompu son activité et s'est précipité à leur domicile. À ce moment-là, l'on pense que les enfants de la famille Magwad se trouvent à la maison. Gwyn, âgé de 18 ans, Krizel, 16 ans, également connu sous le nom de Louis, ainsi que leur fille récemment adoptée, Janice, 17 ans. Il est 15h15 lorsque Cruz s'arrête devant la demeure. Celle-ci paraît anormalement silencieuse. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, il remarque une couverture tachée de ce qui semble être du sang près de la porte d'entrée. Il tente d'appeler les enfants, mais n'obtient aucune réponse. Il se dirige alors vers la porte arrière et entre discrètement dans la maison. Un silence pesant y règne. Jetant un rapide coup d'œil au rez-de-chaussée, Cruz s'arrête dans le salon. Il y découvre sa fille Gwyn, inerte, étendue sur le sol. Il avait aperçu de l'extérieur une couverture qui la recouvrait. En la soulevant, Cruz constate que le corps de la jeune fille est gravement mutilé, notamment au niveau du cou. Non loin de là, près de l'entrée principale, se trouve son frère Louis. Ses mains et ses pieds sont ligotés et sa bouche est bâillonnée. Le corps du jeune homme présente lui aussi de nombreuses blessures traumatiques. Vu l'état de la maison et la quantité de sang, il ne faisait aucun doute que les événements s'étaient déroulés tout récemment. Cependant, Cruz n'y a pas pensé sur le moment. Rongé par l'angoisse, il poursuit ses recherches pour retrouver Janice. Lorsqu'il l'aperçoit, elle sort d'une pièce en poussant des cris. Ses cheveux sont mouillés et son visage, livide, témoigne de l'horreur qu'elle vient de vivre. Tremblante, elle parvient à peine à prononcer quelques mots. En la voyant, Cruz tente de reprendre ses esprits. Il la conduit au rez-de-chaussée et contacte immédiatement la police. À leur arrivée, les agents comprennent aussitôt qu'ils sont face à l'une des affaires les plus éprouvantes de leur carrière. Une fois remise, Janice leur déclare qu'elle a été agressée. Une évidence au vu de la scène. La maison est dans un désordre total. Tous les placards sont ouverts et les effets personnels éparpillés sur le sol. À première vue, il s'agirait d'un cambriolage. Toutefois, la police comprend rapidement que l'apparence seule ne suffit pas à confirmer cette hypothèse. Pour en avoir le cœur net, il est nécessaire de vérifier si des objets de valeur ont effectivement disparu du domicile. Parallèlement, l'enquête cherche à établir si les époux Magwad peuvent être liés, de quelque manière que ce soit, à l'incident. Les premiers éléments recueillis par les forces de l'ordre concernent donc les alibis. Au fil de l'enquête, l'attention des enquêteurs se porte sur la chambre dans laquelle se trouvait Janice au moment de l'agression. Malgré le désordre généralisé observé dans la maison, cette pièce apparaît nettement plus ordonnée que les autres. Bien que cela ne constitue pas une preuve en soi,
Ce n'est pas non plus ce à quoi l'on s'attend dans un cambriolage classique. Par la suite, une inspection plus approfondie de la maison ainsi que de ses abords a permis de faire d'importantes découvertes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une chemise maculée de ce qui semble être du sang a notamment été retrouvée près de la porte d'entrée. L'on a supposé qu'elle aurait pu appartenir à l'agresseur qui s'en serait débarrassé en tentant de prendre la fuite. Un autre élément de preuve a été découvert à plusieurs centaines de mètres du domicile. Un sac en plastique contenant divers objets tachés de sang. Il gisait dans un fossé. Tous ces indices laissent penser que quelqu'un a délibérément tenté d'effacer les traces de son passage. D'heure en heure, l'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus oppressante. Un nouvel examen des pièces a permis de retrouver un couteau aux manches endommagées, une machette, une batte de baseball et un marteau. La nature des blessures infligées, ainsi que la présence de ces objets, témoignent de l'extrême violence de l'agression. Par la suite, une inspection plus approfondie de la maison ainsi que de ses abords a permis de faire d'importantes découvertes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une chemise maculée de ce qui semble être du sang a notamment été retrouvée près de la porte d'entrée. L'on a supposé qu'elle aurait pu appartenir à l'agresseur qui s'en serait débarrassé en tentant de prendre la fuite. Un autre élément de preuve a été découvert à plusieurs centaines de mètres du domicile. Un sac en plastique contenant divers objets tachés de sang. Il gisait dans un fossé. Tous ces indices laissent penser que quelqu'un a délibérément tenté d'effacer les traces de son passage. D'heure en heure, l'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus oppressante. Un nouvel examen des pièces a permis de retrouver un couteau aux manches endommagées, une machette, une batte de baseball et un marteau. La nature des blessures infligées ainsi que la présence de ces objets témoignent de l'extrême violence de l'agression. Cependant, la situation s'est compliquée du fait que tous les objets retrouvés appartenaient à Cruz lui-même, ce qu'il avait d'ailleurs déclaré honnêtement à la police. Par ailleurs, alors que les agents établissaient l'inventaire des éléments de preuve, une autre anomalie a attiré leur attention. Il semblerait qu'une machine à laver ait été en marche pendant l'incident. Aucun vêtement récemment lavé n'a toutefois été retrouvé dans la maison. Bien que la raison pour laquelle la machine fonctionnait n'ait jamais été clairement établie, cet élément laisse penser que les agresseurs ont tenté d'effacer toute trace de leur présence sur les lieux. Compte tenu de l'ampleur sans précédent de l'incident, les autorités locales ont immédiatement lancé des recherches afin d'identifier d'éventuels suspects. Peu à peu, l'affaire a profondément bouleversé l'ensemble de la société philippine. Afin d'accélérer le processus judiciaire, les autorités ont annoncé une récompense pour toute information susceptible de faire progresser l'enquête. Cette mesure témoigne une fois de plus de la gravité exceptionnelle des faits. L'autopsie, entamée le 13 décembre 2021 et réalisée sur plusieurs jours, a révélé que Gwyn avait reçu 32 coups de couteau. Certaines blessures étaient si profondes qu'elles avaient gravement endommagé les tissus internes à divers endroits du corps. Par ailleurs, le corps de la jeune fille présentait des traces de coups portés à l'aide d'un objet contondant, vraisemblablement un marteau ou une batte de baseball retrouvée sur les lieux. Les blessures observées au niveau du dos des mains suggèrent qu'elle a tenté de se défendre. Quant à Louis, l'autopsie a révélé qu'il avait reçu 51 coups de couteau. Certaines blessures étaient si profondes qu'elles atteignaient les os ainsi que les organes internes. Le cou du jeune homme présentait également des marques rouges, ce qui pourrait indiquer une tentative de strangulation. Contrairement à sa sœur, le corps de Louis ne montrait aucun signe de lutte ou de résistance active. Des traumatismes causés par un objet contondant ont toutefois été constatés au niveau des membres et du torse. Compte tenu du nombre et de la nature des blessures infligées, les enquêteurs ont écarté l'hypothèse d'un cambriolage ayant mal tourné. Bien que la maison de la famille Maguad ait semblé avoir été forcée, aucun objet de valeur n'a disparu, à l'exception du téléphone portable de Gwyn. Tous ces éléments tendent à suggérer que les auteurs des faits connaissaient vraisemblablement leurs victimes. Peu après la publication des résultats de l'autopsie, les premières spéculations concernant une possible implication de Janice ont commencé à circuler dans l'espace médiatique.
Cette suspicion s'expliquait principalement par le fait qu'elle était la seule survivante du drame. Quoi qu'il en soit, les accusations à son encontre se sont rapidement multipliées et certains internautes sont même allés jusqu'à proférer des menaces à son égard. Sous la pression de l'opinion publique, la police a décidé de procéder à son audition. Au cours de l'interrogatoire, Janice a présenté sa version des faits. Selon elle, au moment des événements, elle se trouvait dans la chambre avec Gwyn, tandis que Louis était dans le salon. À un certain moment, elles auraient entendu des cris, puis aperçu 3 hommes faisant irruption dans la maison. Janice affirme que Gwyn et elle sont descendues en courant pour venir en aide à Louis, mais qu'en apercevant des armes entre les mains des inconnus, elle est aussitôt remontée à l'étage, s'est enfermée à double tour dans sa chambre et s'est cachée sous le lit. Ne pouvant appeler la police et craignant d'être repérée, Janice a décidé d'écrire un message sur le forum de discussion familiale qu'elle a ensuite tenté de transmettre à sa mère d'accueil. Cette dernière, toutefois, n'a pas réagi. Au bout d'un moment, prise de panique, la jeune fille a publié un second message sur les réseaux sociaux. Le texte de ce message était le suivant. « Au secours, quelqu'un s'est introduit dans notre maison. Je ne veux pas mourir. Je me cache sous le lit de ma chambre. À l'aide. » Selon Janice, elle a supprimé le message quelques minutes plus tard, de peur que l'un de ses agresseurs ne le voie et ne la repère. Elle a ensuite tenté de joindre à nouveau sa mère d'accueil, mais celle-ci n'a pas répondu. Lovella n'a rappelé Janice qu'après avoir pris connaissance du message. Toujours selon la jeune fille, elle était alors bien trop terrifiée pour décrocher. Janice a finalement changé son nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux et a éteint son téléphone. Dès que le calme est revenu dans la maison, elle est sortie de sa cachette. Cependant, elle n'est pas descendue au rez-de-chaussée mais s'est rendue dans la salle de bain pour prendre une douche et tenter de se calmer. C'est à ce moment-là que Cruz est rentré chez lui. À première vue, le récit de Janice paraît crédible. Toutefois, plusieurs incohérences soulèvent des interrogations. Par exemple, la jeune fille affirme s'être enfermée dans sa chambre peu après le début de l'agression. Or, cette pièce présentait elle aussi des signes de désordre. Pourquoi une chambre censée avoir été verrouillée aurait-elle été fouillée? Par ailleurs, Janice soutient que la première victime a été Louis, ce qui contredit les conclusions de l'expertise médico-légale, selon lesquelles Gwyn aurait été attaqué en premier. Cette contradiction entre son témoignage et les éléments matériels a conduit la police à approfondir l'enquête la concernant. Les soupçons s'intensifiant, la police a également décidé de vérifier le témoignage du père adoptif de Janice, Cruz. Au cours de l'entretien, il est apparu clairement que la version des faits rapportée par Janice avait évolué. Elle avait d'abord affirmé avoir éteint son téléphone peu après l'agression. Or, Cruz s'est souvenu l'avoir appelé sans obtenir de réponse, alors que l'appareil semblait encore actif. Par ailleurs, Cruz a fourni des précisions sur les objets utilisés comme armes lors de l'attaque, ce qui a éveillé de nouveaux soupçons. On a ainsi appris que la batte de baseball appartenait initialement à Louis. Il l'a gardée dans sa chambre, près de son lit. Lorsque Janice a emménagé dans la maison, elle a occupé cette même chambre et la batte y est restée. Quant au marteau, également utilisé pendant l'agression, il appartenait à Cruz, qui le rangeait habituellement derrière la machine à laver. Selon lui, seules 3 personnes connaissaient cet emplacement, lui-même, Gwyn et Janice. Au fil du temps, le témoignage de Janice a suscité un nombre croissant d'interrogations. Cela s'explique en partie par une conversation entre la police et l'un des livreurs. Selon ses déclarations, il serait arrivé au domicile des Magua d'environ 20 minutes avant que le voisin de Cruz ne passe son appel. Après avoir envoyé un message pour signaler sa présence, le livreur n'a reçu aucune réponse. Il est alors sorti de son véhicule et s'est approché de la maison afin de jeter un œil à l'intérieur. Quelques instants plus tard, il aurait aperçu une jeune fille qui l'a regardé avant de s'éloigner. Bien que le livreur n'ait pas été en mesure d'identifier formellement cette personne, cet élément a conduit les enquêteurs à s'interroger. Janice se trouvait-elle réellement dans sa chambre au moment de l'agression? Un autre élément déterminant concerne l'état de la porte d'entrée. Celle-ci était verrouillée de l'intérieur et ne présentait aucune trace d'effraction. Cela laisse supposer que les auteurs connaissaient bien les occupants de la maison.
L'absence d'effraction a permis de réduire le cercle des suspects potentiels à 3 personnes. Cruz, qui se trouvait ailleurs au moment des faits, son épouse Lovella, alors en déplacement professionnel, et Janice, dont la présence dans la maison était confirmée. Cependant, l'enquête a été compliquée par le fait que Janice était mineure. Aux Philippines, l'arrestation d'un adolescent en l'absence de preuves matérielles constitue un véritable défi juridique. La police a donc pris le temps nécessaire avant de procéder à son interpellation et de la placer sous la garde du ministère de la Protection sociale. Un peu plus tard, le 15 décembre 2021, il a été révélé que les empreintes digitales de Janice avaient été retrouvées sur l'ensemble des objets utilisés lors de l'agression. Bien que cette découverte constitue un élément de preuve important, elle ne suffit pas à établir une implication directe de la jeune fille. En effet, Janice avait vécu dans la maison, et ses empreintes pouvaient très bien s'y trouver à la suite d'une utilisation quotidienne et non suspecte de ces objets. Quelque temps plus tard, au cours d'un examen de la chambre de Janice, sa mère adoptive, Lovella, a découvert un formulaire papier destiné à recueillir des informations relatives aux personnes à contacter en cas d'urgence. Le document appartenait à Esmeraldo Canelo Jr., 17 ans, également connu sous le nom d'Aldo. Il travaillait à l'église et connaissait Janice depuis l'enfance. Cette découverte a conduit la police à ouvrir une enquête sur une possible implication d'Aldo dans le crime. Des éléments de preuve sont rapidement venus confirmer ces soupçons. Un témoin a notamment déclaré avoir vu Aldo déposer Janice devant son domicile peu avant les faits. Un autre a affirmé avoir aperçu un jeune homme, identifié plus tard comme Aldo, demander son chemin à proximité du lieu de l'agression. Le 16 décembre de la même année, Janice a rencontré son avocat et lui a fait des aveux circonstanciés. Il convient de souligner que la jeune fille a reconnu non seulement sa propre implication dans les événements, mais également celle du jeune homme âgé de 21 ans ainsi que celle de leur ami commun, Esmeraldo Canelo Jr. Elle a également expliqué que c'était la jalousie qu'elle éprouvait envers ses parents adoptifs qui l'avait poussée à agir de la sorte. Selon ses dires, son frère et sa sœur l'empêchaient de bénéficier pleinement de leur affection et de leur attention. En d'autres termes, Janice a présenté sa motivation comme le désir de devenir l'enfant privilégié de la famille après des années de souffrance et d'humiliation. Toujours selon elle, en éliminant Gwyn et Louis, elle espérait capter seule l'amour et le soutien de ses parents adoptifs. Le 18 décembre, Janice a formulé des aveux officiels. La police a ensuite retrouvé Aldo, qui a immédiatement reconnu sa participation aux faits. Des analyses médico-légales ont par la suite confirmé que le sang retrouvé par les enquêteurs sur les objets abandonnés dans le fossé appartenait bien à ce dernier. Il convient de souligner qu'un autre jeune homme a été interpellé le même jour, dans le cadre d'une opération de lutte contre les substances illicites. Lors de la fouille de ses effets personnels, les forces de l'ordre ont découvert un téléphone portable appartenant à Gwyn. Après vérification des numéros de série, les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'appareil dérobé lors de l'agression. L'enquête a ensuite révélé que Janice, ne sachant comment se débarrasser de l'objet, avait demandé à Aldo de le revendre à l'une de ses connaissances. En raison du système juridique local et des règles de protection des mineurs, la police n'a pas été en mesure de divulguer l'intégralité des aveux recueillis auprès de Janice et d'Aldo. C'est pourquoi la chronologie exacte des faits ayant conduit à la tragédie, ainsi que de nombreux autres éléments de contexte, demeurent à ce jour imprécis. Quant à l'identité du troisième participant présumé, le jeune homme de 21 ans mentionné par Janice, la police n'a pas réussi à l'identifier. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un individu fictif, invoqué dans le but d'atténuer partiellement la responsabilité des deux auteurs présumés. Environ une semaine après les faits, Lovella a accordé sa première interview aux médias. Elle s'est tout d'abord déclarée profondément choquée par l'implication de Janice dans l'affaire. Dans le même temps, Madame Lovella a évoqué certains signes précurseurs qui, avec le recul, auraient peut-être dû éveiller ses soupçons. Elle a expliqué avoir rencontré Janice pour la première fois en 2020 alors que cette dernière travaillait comme femme de ménage chez l'une de ses amies proches. Lovella et Gwyn rendaient fréquemment visite à cette femme.
et une amitié s'est rapidement nouée entre les deux jeunes filles. Avec le temps, Janice a commencé à solliciter l'aide de Gwyn pour ses études, et cette dernière, réputée pour sa gentillesse, a immédiatement accepté de l'accompagner. Janice lui a alors confié les difficultés de son enfance, une vie marquée par la pauvreté, le décès de ses parents, puis son placement dans un orphelinat. Elle lui a également révélé qu'elle perdrait l'aide du gouvernement à sa majorité. Touchée par cette situation, Gwyn en a parlé à ses parents et leur a suggéré d'adopter Janice. Bien que le couple ait d'abord manifesté une certaine hésitation, Gwyn a finalement réussi à les convaincre. Selon la famille Magwad, l'accueil de Janice au mois de juillet 2021 s'est déroulé sans difficulté. Dans un premier temps, elle semblait bien s'adapter à son nouvel environnement et paraissait à l'aise au sein du foyer. Cependant, avec le temps, certains incidents préoccupants ont commencé à se produire. Ainsi, en août de la même année, les parents de Madame Lovella ont dû être hospitalisés. Cruz s'est alors souvenu avoir mis de l'argent de côté pour faire face à une éventuelle urgence. Lorsqu'il a voulu récupérer cette somme, il a constaté qu'elle avait disparu. Informé de la situation, Janice a d'abord évoqué la possibilité d'un vol commis par un inconnu. Toutefois, dès le lendemain, Cruz a retrouvé une importante somme d'argent dissimulée dans son propre sac à dos. Après une longue discussion, la jeune fille a finalement reconnu avoir pris l'argent. Malgré cet épisode, les Magwad ont choisi de lui pardonner, en tenant compte de son passé difficile. Avec le temps, son comportement s'est progressivement détérioré. La jeune fille, autrefois appliquée et volontaire, a commencé à se désintéresser de ses responsabilités domestiques. Lorsqu'on le lui rappelait, elle présentait ses excuses mais s'investissait rarement. Ce changement d'attitude inquiétait ses parents d'accueil, sans toutefois qu'ils y voient un signe véritablement alarmant. Le jour du drame, Janice a, pour la première fois, utilisé les mots « papa » et « maman » pour désigner Cruz et Lovella, une initiative inhabituelle. Ce détail pourrait révéler un état émotionnel particulier juste avant le passage à l'acte. L'enquête a également établi que Janice avait menti sur ses origines. Les récits qu'elle avait livrés au sujet de son enfance dans un orphelinat se sont avérés faux. Les parents biologiques de Janice étaient non seulement toujours en vie, mais ils avaient également passé de nombreuses années à tenter de la retrouver. Lorsque l'affaire a été largement relayée par les médias et commentée sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont entrepris des recherches sur le passé de la jeune fille dans l'espoir de retrouver sa famille. Grâce à ces efforts, une ancienne alerte pour disparition d'enfants a été retrouvée, dévoilant un pan méconnu de son histoire. Cette annonce signalait qu'une fillette âgée de 7 ou 8 ans avait été découverte à bord d'un bateau le 22 septembre 2013 dans la province de Cotabato, au centre de l'île de Mindanao, aux Philippines. L'enfant disait s'appeler Janice et affirmait ne se souvenir ni de son identité, ni des circonstances dans lesquelles elle s'était retrouvée sur le bateau. Pensant qu'elle avait été perdue ou abandonnée par ses parents, les autorités locales, avec l'aide de citoyens préoccupés, avaient alors diffusé un avis de recherche. Il a été révélé par la suite que Janice était née en 2005 et qu'elle était le 3e enfant de sa fratrie. Ses premières années ont été marquées par des bouleversements familiaux et, à un certain moment, l'addiction de son père au jeu d'argent a provoqué l'éclatement du foyer. Après le remariage de sa mère et la naissance d'un nouvel enfant, Janice a été placée dans un orphelinat. En 2020, alors qu'elle n'avait pas encore été adoptée, la jeune fille était néanmoins parvenue à retrouver sa mère biologique ainsi que plusieurs autres membres de sa famille. Toutefois, ces retrouvailles ont été de courte durée. Sa mère a néanmoins assisté aux funérailles de Gwyn et de Louis. À cette occasion, Cruz et Lovella lui ont demandé de se rendre au département des services sociaux afin de rendre visite à Janice et de tenter de la convaincre d'avouer son implication dans les faits. Bien qu'elle ait accepté cette requête, Janice a refusé de la recevoir. Entre-temps, de nouveaux éléments sont venus renforcer la thèse d'un crime prémédité. Il s'agit de captures d'écran de conversation entre Janice et un jeune homme dont l'identité reste inconnue. Dans ces échanges, Janice admettait avoir envisagé dès le début de se débarrasser de ses frères et sœurs adoptifs.
Elle pensait que cet acte lui permettrait enfin d'accéder à l'amour et à la liberté auquel elle aspirait. Elle demandait également si quelqu'un pourrait l'accepter si elle allait jusqu'au bout de son projet, ajoutant qu'elle croyait que Dieu lui pardonnerait. Après la diffusion de ces messages sur Internet, certains internautes ont suggéré que Janice aurait pu être influencée par le film Orphan, également connu sous le titre Child of Darkness. Ce long métrage met en scène une famille qui adopte une fillette après avoir perdu un enfant, laquelle développe peu à peu un comportement inquiétant et violent. Même après l'ouverture du procès, Janice n'a manifesté aucun signe de remords. Au contraire, elle a été vue à plusieurs reprises en train de sourire et de rire, malgré la gravité des faits. Dans l'une de leurs interviews, Cruz et Lovella ont déclaré qu'ils auraient été prêts à lui pardonner si elle avait exprimé ne serait-ce qu'un début de repentir. Son attitude détachée a rendu la procédure judiciaire d'autant plus douloureuse pour la famille. Quoi qu'il en soit, la justice a fini par être rendue. En mai 2022, Janice et Esmeraldo Canelo Jr. ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés respectivement à 31 ans et 29 ans de réclusion. Les deux condamnés purgent actuellement leur peine sous la supervision du département des services sociaux et non dans un établissement pénitentiaire ordinaire. Les parents de Gwyn et de Louis ont accueilli le jugement avec des sentiments partagés. Bien qu'ils reconnaissent que le tribunal a prononcé la peine maximale prévue par la législation en vigueur, le couple considère que les dispositions actuelles demeurent trop clémentes au regard de la gravité des faits. Ce qui les a le plus bouleversés, c'est l'absence totale de remords manifestés par Janice. Par la suite, Cruz et Lovella ont commencé à plaider ouvertement en faveur d'une réforme de la loi encadrant la responsabilité pénale des mineurs. Selon la législation en vigueur à l'époque, l'âge minimum de la responsabilité pénale aux Philippines était fixé à 15 ans. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans pouvaient être poursuivis, mais étaient placés dans des établissements de rééducation spécialisés et non dans des prisons pour adultes. Cette loi visait à protéger les mineurs, leur permettant d'échapper à des peines lourdes, même en cas d'actes d'une extrême gravité. Pour le couple Maguad, ces textes devraient être révisés afin de garantir que les mineurs auteurs de crimes graves soient pleinement tenus responsables de leurs actes.